Bonsoir, heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Cartes sur table. Nous y serons jusqu'à 23 heures. Nous ferons une incursion dans la filière coton ce soir. Ça n'a l'air de rien, mais le coton est la deuxième source de rentrée en termes de devises pour le Cameroun après le pétrole. Avec ses 1,5% de contribution au PIB, il fait vivre plus de 2 millions de personnes environ, 25% de la population camerounaise, ou du moins du septentrion. L'activité bénéficie donc d'un appui de l'Union européenne qui a été octroyé à travers une signature de dons, une signature d'un don de 10 milliards de francs CFA. Prêt et don de 10 milliards de francs CFA venus de l'Union européenne. L'objectif, améliorer l'outil de production de la Sodécoton. Nous analyserons les enjeux de cette opération et son impact sur l'économie sous-régionale dans un environnement marqué, vous le savez certainement, par la présence dans ce secteur du Nigeria. Économie encore, l'après-Covid préoccupe les États. Au Cameroun, l'enjeu est de retrouver le chemin de la croissance, préserver les emplois et assurer le bien-être des populations. L'inconnu est la méthode pour y parvenir. Avec nos invités, nous tablerons sur les pistes afin d'en dégager des solutions et qui sait peut-être proposer des axes aux décideurs. Filière coton comprend les contours de l'investissement de l'Union européenne. C'est le premier thème, Covid-19. Comment relancer l'économie nationale? Omer Badi-Otabela, bonsoir. Bonsoir, Dipita. Vous êtes journaliste, correspondant local de Jeune Afrique, correspondant au Cameroun du magazine Jeune Afrique. Effectivement. Merci d'être parti de Yaoundé pour apporter du vôtre dans cette émission. Je rappelle que vous suivez de près également ce sujet-là. Je ne vais peut-être pas dévoiler le secret, mais en principe... je l'ai dévoilé, je n'en dis pas plus. Emmanuel Koye, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député, et merci de m'inviter. C'est un honneur pour nous de vous avoir. Votre expertise également est très appréciée. Vous êtes financier. Tout à fait. On en parlera également avec vous. Martin Banzing, bonsoir. Bonsoir, député. Enchanté d'être avec vous et puis je pense pouvoir donner le meilleur de moi lors de ce débat. Merci de nous accorder ces 2 heures. Vous êtes banquier. Jean-Marie Biada, bonsoir. Dipita, bonsoir. Très heureux d'être sur votre plateau après un peu plus d'1 an. Mais c'est vrai, j'interviens également au téléphone pour certaines de vos émissions ici. Je suis très content d'être là et de retrouver des visages que je vois également par ailleurs et avec lesquels nous faisons nos contributions pour que le pays se porte de mieux en mieux. Enseignants, experts sur les questions des petites et moyennes entreprises et bien d'autres sujets, évidemment autour de l'économie. Merci également d'être là. Alors avant peut-être de rentrer dans sur cette question-là, un mot sur l'actualité présente, récente. Il s'agit évidemment de cette décision du président de la République rendue publique à travers un communiqué du Premier ministre. Le président donc, du moins le Premier ministre annonce le retrait du décret du 14 juillet 2020 portant classement au domaine privé de l'État d'une portion de forêt de 68 385 hectares constituée en unité forestière d'aménagement dénommée UFA 07006 située dans les départements du Nkam et de la Sanaga maritime. Nous sommes bien dans la région du littoral. Le Premier ministre dit également que le président a ordonné de surseoir à la procédure de classement de la portion de forêt de 65 007 hectares située dans le département du Nkam et constituée en unité forestière d'aménagement dénommée UFA. Et justement, à ce sujet, nous avons reçu sur cette antenne, c'était dimanche dernier, Maître Emmanuel Sim. Il est, vous le savez, 3e vice-président du MRC, avocat au barreau du Cameroun, mais surtout, il est natif de cette localité et déjà, il disait sa désapprobation suite à la décision du pouvoir de mettre cette terre-là dans le domaine privé de l'État. On va exceptionnellement le réécouter dans le cadre de cette émission. Dans une région où il y a des gens qui depuis des millénaires y ont toujours vécu et leur dire, écoutez, vos terres seront vendues
ou seront transformés en ceci ou en cela, sans que ces personnes aient été en amont consultées et qu'on ait pu se trouver avec ces personnes-là, ces populations-là, des chemins de sortie. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et je dis, le président de la République, je pense que ce décret qui a été pris il y a quelques jours a été pris un peu trop vite, parce que nous avons quand même averti le ministre des Forêts de ce que ce n'était pas une bonne décision à prendre, mais il est passé en force. Je ne veux pas que cette affaire-là soit personnalisée. Nous n'avons pas affaire à des frères qui peut-être ne comprennent pas. Nous avons affaire simplement au gouvernement camerounais qui doit tenir ses paroles, tenir sa parole, je veux dire, nous ramener chez nous et ne pas privatiser nos terres. Il y a des modalités qu'on peut utiliser, tout le monde le sait. On peut faire des forêts communautaires, par exemple. Les forêts communautaires permettent d'exploiter le bois, mais en ayant à l'intérieur les populations autochtones. C'est donc l'actualité brûlante. On y reviendra certainement dans le cadre de nos éditions d'information et bien d'autres émissions pour définitivement en faire des analyses. Cela dit, on va prendre la transition et revenir dans les thèmes prévus ce soir. Je vais peut-être commencer par vous, Omer Badi, pour parler de ce premier thème concernant la filière coton. Déjà, est-ce qu'on peut faire un état des lieux de cet environnement-là avant peut-être d'essayer d'analyser le coup de main de l'Union européenne en termes de filière coton au Cameroun? Que peut-on en dire? Oh là là, vaste sujet. Est-ce que je veux vraiment m'en sortir? Mais bon, on peut dire quand même que la filière ne cesse qu'à travers l'institution fêtière qu'est la Sodecoton a retrouvé une certaine embellie depuis quelques années. On peut pratiquement dire depuis 2016. On peut se fier notamment à l'augmentation de la production. Je crois que cette année, on a atteint, je crois, 328 000 tonnes. Depuis 2017, la production augmente significativement. Cela est dû notamment à une augmentation, entre autres, des rendements. C'est quand même assez intéressant si vous faites une comparaison avec l'Afrique de l'Ouest. À l'heure actuelle, en termes de rendement, au Nord Cameroun, on se situe généralement à pratiquement 1,4 tonnes ou bien 1,5 tonnes à l'hectare. En comparaison, le pays qui fait mieux en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. On a appris à 1 tonne, 1,1 tonne par là. Les autres pays sont bien sûr en dessous. Donc il y a eu une augmentation effectivement des rendements qui montre très bien qu'il y a eu un encadrement et une meilleure rémunération bien sûr des producteurs qui provoque effectivement cette embellie. Et d'un autre côté, bien sûr, vous avez bien sûr cette entreprise qu'est la Sodecoton qui aussi connaît une certaine embellie depuis 3 ans. Par exemple, elle fait des bénéfices depuis au moins 3 ans. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a eu un plan de redressement de cette entreprise qui, entre 2014 et 2016, avait quand même perdu plus de 36 milliards de francs CFA sur ses fonds propres. Et s'était retrouvé avec à peine 5 milliards de francs CFA de fonds propres, ce qui posait un problème du point de vue effectivement de l'OADA. Il a eu un plan de redressement qui a été mis en œuvre et on voit les résultats aujourd'hui au point où on peut dire l'entreprise il est possible que dans l'entreprise suscite peut-être des convoitises. Donc d'une manière générale, effectivement, la filière, elle peut se porter bien, mais sauf que si on intègre maintenant le facteur Covid, il y a d'énormes risques. Parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, contrairement à la même période l'année dernière, il y a actuellement 50 000 tonnes de coton qui sont bloquées au Cameroun parce qu'effectivement, on n'arrive pas à les écouler à l'international. Ça pose un problème. 2 problèmes. D'abord, du point de vue des revenus, il y a forcément un manque à gagner du point de vue du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et 2, effectivement, ces 50 000 tonnes de coton, puisqu'ils ne sont pas évacués, il faut bien les stocker quelque part. Ça induit des charges supplémentaires effectivement pour cette entreprise, pour trouver des entrepôts, louer des entrepôts pour stocker ces cotons avant qu'éventuellement les frontières ne s'ouvrent et que effectivement le marché reprenne sa dynamique. Donc voilà un peu grossièrement brosser un peu l'environnement dans lequel on baigne. Évidemment, vous êtes davantage à présenter sur le volet purement économique. Jean-Marie Biada, il faut quand même dire que l'impact social
de cette filière sur les populations? Je disais tout à l'heure, 25% de la population quand même du septentrion, ce n'est pas négligeable. Je crois que c'est même plus de 25%. Pour avoir été sur le terrain, Gaoundéré, Touboro, après Touboro, je suis revenu à Gaoundéré, Garoua, je traverse Figuil, il y a, ils appellent ça Magada, là où on paye le péage. Et puis je fonce maintenant, je vais à Yagoua jusqu'au Mayo Danaï, un petit village qu'on appelle Zébé, je traverse, je paye 800, ça me laisse à... là où le président de la République a eu, le premier président de la République, il a été là-bas, un diplômé, Bongor. Et de Bongor, j'ai payé 3500, ça m'a laissé à Djamena, 1000 francs, ça m'a revenu sur le pont de Nguédi, puis je suis arrivé à Kousseli. Donc j'ai fait au moins cette zone-là, 25% c'est peu. 25% c'est peu. Donc c'est une réalité chez eux. Autant les gens naissent éleveurs. Donc partout là-bas, tu ne veux pas venir parler de l'élevage aux gens. Le petit bovin, les asins, les caprins. Non, non, tout le monde sait ce que c'est. Et à côté de ça, maintenant, il y a le coton. On peut quand même se prendre à regretter que c'est une culture coloniale. C'est-à-dire ça vient d'ailleurs. Tout comme on peut se prendre à regretter que même le thé. Donc presque toutes nos agro-industries ici, ça a été mis en place pour cultiver tout ce qui venait de chez les colons et qui devait repartir. Combien de nous ici autour de cette table boit le thé chaque matin? Monsieur Dipita, je dis ouvertement, moi, pas du tout. Monsieur Kougné, ce n'est pas très différent. Monsieur Ombazin, ce n'est pas très différent. Vous comprenez donc que toutes ces agro-industries ont été mises en place pour satisfaire la maison mère. Donc, et pour le cas du Grand Nord, par exemple, tout le monde est rentré là-dedans. À côté de l'élevage, on fait également la cotonculture. Oui, de ce côté-là, beaucoup de gens sont occupés par le coton. Il faudrait parler également d'autres dérivés de ce coton-là, parce qu'il n'y a pas simplement le coton fibre. L'huile de coton, par exemple, c'est un dérivé de la cotonculture. Lorsque vous arrivez à l'assaut des cotons de Garoua, parce que ça a commencé d'abord là-bas, au quartier Djamboutou, la performance que M. Mbadi évoque là, c'est dû au fait que l'assaut des cotons a dupliqué ses unités de production. À l'époque, j'étais seulement à Djamboutou là-bas et je produisais, mais maintenant, il y a une autre usine. Quand vous sortez de Gaoundéré et vous entrez donc à Garoua, ça s'appelle Ngong. Si vous allez à droite, là, à Rabinga, vous êtes à Lac d'eau. À cet endroit-là, 45 km, j'arrive à Gaoundéré. Donc, il y a à Garoua. Il y a une usine là-bas. Et quand je vais également à l'extrême nord, à Maroua, il y a encore une usine là-bas. Donc, vous voyez que c'est 3 usines qui fonctionnent maintenant au lieu d'une seule usine. Résultat de course, je peux vous dire, par exemple, j'étais de passage là-bas il y a à peu près 3 ou 4 ans. Il y a un pays voisin, là, je vais parler comme un homme politique, mais même si, comme vous connaissez le pays, c'est le Tchad, qui envoie même le soja être raffiné là-bas pour faire de l'huile de soja. Parce qu'en fait, ils n'ont pas une technologie qui leur permette. Peut-être qu'entre-temps, ils ont dû se rattraper, mais je dis ce que moi j'ai vu à l'usine de Maroua, appartenant à l'assaut des cotons. Donc le secteur de la cotonculture, j'ai commencé d'abord par dire que c'est une culture qui vient ici, pas le canal des colons. Et par voie de conséquence, vous allez vous rendre compte que l'Union européenne, généralement, met ses financements dans des produits qui, je vais dire, hein, qui intéressent la maison mère. Nous, ici au Cameroun, Monsieur Dipita Tongo, quand vous mangez le miso, le mangabé, c'est en quoi? Ce n'est pas en banane douce, c'est la banane plantain. Monsieur Kougné, quand il mange le condré en pays bamileke, c'est quoi? Ce n'est pas en banane douce, c'est en banane plantain. Monsieur Ombazin, quand il aime son touba, le toubacon pile le toubécon. Alors, c'est quoi? Ce n'est pas la banane douce, c'est la banane plantain. Le Cameroun tourne depuis des années derrière un projet qu'on appelait CAPA, Centre africain de la recherche sur la production de la banane plantain. Mais ça fait au moins 20 ans. L'Union européenne n'a pas mis un radis là-dedans. Mais par contre, si vous allez à Ndjombe, Pendia, l'Union européenne intervient. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 200 000 tonnes qui sont produites là, ça va où? Ça repart. Et qu'est-ce qui va sur le marché et que M. Kougné va acheter? C'est les brisures de bananes qui vont là-bas. Donc, quand j'ai campé le décor, je me prends un peu à regretter que l'Union européenne ne mette pas souvent de l'argent suffisamment dans des projets qui peuvent permettre à ce qu'on cultive des spéculations qui intéressent la population directement. J'ai parlé de la banane. Les gens mangent quoi ici? Les gens mangent le manioc, les gens mangent le macabo, les gens mangent l'igname, les gens mangent des pommes de terre. Malheureusement, nous n'avons pas de culture industrielle de toutes ces spéculations que je viens d'indiquer. Pourquoi l'Union européenne ne nous aide pas à le faire? On est en train de parler là du coton. L'Union européenne va intervenir parce que les 348 000 tonnes qu'il est en train d'évoquer, au moins 300 000 sont exportées. Nos tisserands localement utilisent quoi? Ce qu'ils ont derrière leur cou. Et une partie maintenant, on vend à l'assaut des cotons. Résultat de course, mon souhait, c'est que l'Union européenne puisse mobiliser des financements, même auprès de certains donneurs d'ordre internationaux, et
mettre à la disposition de celles, pas seulement des programmes que nous avons ici. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de programme ou projet de culture de la banane douce? On parle plutôt d'une entreprise. On ne va pas lui faire un peu le procès de s'intéresser à une matière qui lui apporte. Je veux dire que c'est peut-être à nous de nous organiser. Non, si nous nous organisons et nous tendons la main à l'Union européenne pour mobiliser de grands financements, parce qu'il ne faut pas que je fasse de la démagogie, hein, l'agro-industrie, c'est de l'industrie lourde. C'est de l'industrie lourde, rien à faire. Vous avez commencé à parler des réserves foncières, par exemple. Si dans le Grand Nord, on n'avait pas intéressé toute la population à la culture du coton, mais il faudrait plus de 66 000 hectares là, pour cultiver tout ce coton dont le raffinage permet par exemple à la Sodecoton de dire j'ai fait 348 000 tonnes pour cette année-ci, j'ai fait, je sais pas moi, 10 000 tonnes ou bien 20 000 tonnes d'huile d'arachide, d'huile de palme, d'huile de soya, d'huile de coton. Et à côté de ça, je dois également indiquer qu'ils ont souvent à la fin, un autre produit qui permet de développer l'élevage. Donc, les résidus après tout ce raffinage-là. J'ai été à Djamboutou, par exemple, j'ai vu comment ça fait un autre produit qui vient augmenter le chiffre d'affaires. Donc, in fine, le Grand Nord, sans le coton, de mon point de vue, ne peut pratiquement pas vivre. Tout le monde sait à quoi ça renvoie la cotonculture dans le Grand Nord. L'Union européenne, qui a mis de l'accent là-dessus, devrait également, à côté de ça, monsieur le député, je vous annonce que dans le Grand Nord, vous avez également des bassins qui vous permettent de produire certains produits non conventionnels, comme l'anacarde. L'Union européenne pourrait mettre également de l'argent là-dedans pour développer. Moi, je le dis dans le sens d'augmenter le pouvoir d'achat des populations. Parce que quand l'Union européenne le fait comme ça, c'est pour augmenter le pouvoir d'achat également des populations européennes. Nous sommes passés, vous auriez dû m'inviter, monsieur le député, pour parler du premier anniversaire, ou alors les 4 ans du démantèlement plein pot des produits du premier groupe. Parce que quand on procède au démantèlement tarifaire, cela augmente le pouvoir d'achat des États européens. On aura certainement l'occasion d'y revenir. Maintenant, Banzi, mais cela dit, je veux dire qu'au regard du potentiel, on peut quand même s'interroger sur la capacité de production. Est-ce que nous sommes à la hauteur, en l'état? En fait, ce qu'il faut déjà comprendre ici, c'est qu'il faut partir de la genèse. La genèse de la chose, c'est que c'est l'histoire. Après la guerre, les États-Unis étaient les premiers producteurs et toute l'Europe dépendait justement de la production américaine. Qu'est-ce qui se passe donc? Il se passe qu'au sortir de la guerre, la France, avec ses colonies, avait trouvé en Afrique un potentiel pour pouvoir faire progresser la production du coton. Voilà comment ça a commencé. C'est toute l'histoire là. Mais le Cameroun, vous voyez, vous n'étiez même pas parmi les pays pour lesquels l'expérience devait être faite. Hein, mais il s'est avéré que il y avait la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Tchad. Et c'est en venant au Tchad qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient faire un tour au Cameroun pour voir si les conditions climatiques permettaient de cultiver cela. Donc c'est d'abord un problème d'indépendance de la France vis-à-vis des États-Unis par rapport à la production du coton. Donc il faut déjà comprendre ça. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'Union européenne ne met pas de l'argent pour rien. L'Union européenne met de l'argent dans ce des cotons parce que justement ça augmente, comme disait M. Bianda tout à l'heure, le pouvoir d'achat de leur population. Nous sommes unanimes pour dire quoi? Pour dire que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la croissance économique va provenir, durable, va provenir de nos capacités à augmenter nos productions. Parce qu'en réalité, il y a deux façons de faire. Soit c'est que l'État est tout puissant, l'État peut tout faire, l'État peut tout produire, ce qui n'est pas le cas. Et là, c'est la demande, hein, mais le pouvoir d'achat, il n'est pas là. Ou alors, on met tout le paquet sur l'outil de production, sur la manière de produire, sur la manière de conserver, de stocker, ce qui permet inévitablement, comme vous l'avez vu avec les cotons, de sortir tout tranquillement, malgré les conditions de prix excessivement difficiles. En augmentant la production, on arrive à tenir le coup. Il faut quand même dire aussi que dans cette perspective-là, il a fallu beaucoup d'efforts, il a fallu des mesures qui ne sont pas souvent faciles. Parce que de 2016 à aujourd'hui, la Sodecoton fait quand même plus de 140 milliards de chiffre d'affaires. C'est énorme. Mais vous savez aussi très bien que le tout, ce n'est pas de faire un chiffre d'affaires énorme. Vous pouvez faire un chiffre d'affaires qui est totalement obéré parce que vous avez des charges. Donc en fait, il se trouve que le nouvel management a quand même réussi à faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez renouvelé votre outil de production, vous avez mis
un management moderne, il faut maintenant suivre. Et suivre, ça veut dire que vous vous protégez contre tous les secousses, tous les chocs exogènes ou endogènes qui peuvent provenir. Et je pense que, vu ce qui se passe aujourd'hui, cette entreprise, avec sa nouvelle équipe, permet de comprendre que si on met des moyens et des efforts sur la manière de gérer, avec ce qu'on a comme boostage de l'outil de production, on peut parvenir à faire des résultats. Notre souci aujourd'hui, c'est que est-ce que ça va durer? C'est toute la question. Mais les réalités naturelles permettent aisément au Cameroun de pouvoir faire même plus et voire mieux. Emmanuel Kounié, on parle quand même d'un impact relativement important. 500, c'est le nombre de transformateurs et transformatrices de coton à former dans le secteur. De ce point de vue, quels sont les enjeux? Oui, moi je crois que ce qui est fait est bien, parce qu'il nous est revenu que cette société, la Sodé Coton, avait eu beaucoup de problèmes. Mais il faut noter aussi que l'État a investi avec le concours de la Banque islamique de développement, que je crois bien, près de 80 milliards, près de 80 milliards ces derniers temps. Donc, quand l'Union européenne nous accorde 10 milliards, bon, c'est bien, mais on ne peut pas me dire que c'est assez, parce que l'État lui-même a fait beaucoup de choses, a fait beaucoup d'investissements pour qu'on en soit là. Donc, le coup de pouce qu'il nous donne ne peut pas être considéré comme, n'est-ce pas, ce qui nous sauve, non. Et je pense que l'État du Cameroun n'est pas à 10 milliards de francs près. Ce n'est pas pour cracher sur le peu qu'on a reçu, mais je dis qu'il faut déjà dire qu'on ne peut pas nous dire que c'est eux qui sont en train de venir, n'est-ce pas, nous faire quoi que ce soit par rapport à Sodé Coton, parce que l'État lui-même a déjà mis près de 80 milliards de francs là-dessus avec d'autres partenaires. Bon, maintenant, pour revenir à ce qui est fait là, moi je crois que la production, parce que j'ai suivi les commentaires où on nous disait que bon, ça permettait d'améliorer les conditions de vie des populations parce qu'on devait, n'est-ce pas, augmenter la productivité, etc. et accroître, moderniser l'outil de production avec ces fonds. C'est bien. Mais je pense que l'essentiel pour nous n'est pas de voir si nous produisons plus, c'est de voir si nous entrons dans de nouvelles chaînes de valeur qui peuvent nous permettre de créer la plus-value par rapport, n'est-ce pas, au coton. Parce qu'il y a des États, des petits États même, comme l'île Maurice, qui est devenu le premier producteur du pull au vert, sans produire du coton, en important du coton. Parce qu'ils ont développé, n'est-ce pas, une politique de créneau. Dans ce domaine-là, je crois que le climat de l'île Maurice ne nous permet pas de porter le pull au vert, mais ils sont perfectionnés là-dessus et ils exportent ce produit-là. Ils donnent la plus-value, n'est-ce pas, à partir, n'est-ce pas, de cette chaîne de valeur supplémentaire qu'ils donnent au coton. Et ça fait qu'ils tirent leur épingle du jeu. Donc nous devons réfléchir pour voir dans quelle mesure, tout en produisant, nous devons aussi rentrer dans de nouvelles chaînes de valeur qui vont nous permettre de donner la plus-value à ce que nous produisons pour pouvoir, n'est-ce pas, tirer le maximum de profit. Parce que nous ne devons pas tout simplement être des réservoirs de matières premières, produire, dire bon, on a produit, on a stocké, on a exporté, d'accord. Mais est-ce que, quand on regarde au finish, les producteurs gagnent plus de 10 ou 20%, n'est-ce pas, de ce que le coton rapporte? Je ne pense pas. Donc la réflexion doit, à mon avis, se faire sur l'amélioration des conditions des producteurs, mais également et surtout se faire sur comment faire pour pouvoir entrer dans de nouvelles chaînes de valeur pour que ce produit, qui est déjà devenu comme une tradition dans le septentrion, puisse, n'est-ce pas, être peut-être le moteur de la croissance économique. Le moteur, on rentre dans la transformation structurelle à ce niveau-là, et puis on voit comment le coton peut être un cas d'école qui va nous permettre peut-être de revenir sur d'autres produits comme la banane, plantain, etc., comme le maïs, par exemple, pourquoi pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour que nous puissions donner la plus-value à ces produits? Parce que, comme M. Oumbaz disait, c'est vrai, nous sommes sortis de la colonisation, comme producteurs, n'est-ce pas, de matières premières pour les entreprises de la métropole. Allons-nous continuer à rester à ce niveau et à nous contenter, n'est-ce pas, de ce qu'on nous apporte un peu de concours, on nous apporte de l'expérience, on nous donne les intrants, les engrais, etc., pour que nous produisions en quantité pour continuer à soutenir ces économies? Peut-être, mais le faisant, il faudrait qu'une partie de nos produits soit un peu transformée pour que nous puissions donner la plus... Dans tous les cas, si nous le faisons, les agriculteurs et les producteurs, nous aurons nous gagnerons un peu plus
sinon beaucoup plus. Et puis, ça peut nous permettre, n'est-ce pas, de penser que nous pouvons faire avancer notre économie, avoir un PIB qui se sent un peu plus confortable. Moi, je crois qu'on devrait également regarder par là. Omer, l'autre enjeu, c'est certainement la compétitivité. Je le disais tout à l'heure, il y a quand même la présence à côté du Nigeria, qui est un gros consommateur du coton. Est-ce que de ce point de vue, l'augmentation de la capacité de production est une réponse adéquate? Si oui, à quel niveau peut-on, jusqu'à quel niveau peut-on aller en termes d'augmentation de capacité? C'est justement le nœud du problème en ce moment dans cette filière. La Sodecoton, c'est 9 usines d'égrenage et 2 huileries. Alors, les 9 usines d'égrenage ont une capacité d'égrenage par an de 320 000 tonnes. 320 000. Mais je viens de dire que la dernière production est à 328 000. Ça veut dire qu'on a une augmentation, un surplus de 8 000 tonnes. Et dernièrement, lors de la cérémonie que vous évoquez, où l'Union européenne effectuait effectivement ce prêt et ce don, le président de l'association des producteurs, le sénateur Payoni Bebouné, disait très bien que les producteurs ont la capacité d'aller jusqu'à 400 000 tonnes. Mais il n'est pas certain qu'effectivement l'entreprise, du point de vue de son outil industriel, puisse suivre. Et j'ai glané quelques informations effectivement à l'intérieur. On m'a fait comprendre effectivement que ça c'est le véritable problème. C'est qu'à l'heure actuelle, l'outil industriel de la Sodecoton risque justement de ralentir, si ce n'est de freiner effectivement l'augmentation de la production, si effectivement on n'augmente pas ses capacités. On estime qu'à l'heure actuelle, puisqu'effectivement on a quand même relevé un peu les capacités, tout au moins en termes de rendement de ces usines, elles peuvent traiter jusqu'au maximum 340 000 tonnes. Mais si les producteurs décident lors de la prochaine campagne de passer à 400 000 tonnes, effectivement il y aura un gros souci. D'où ce problème qui se pose d'augmentation effectivement des capacités effectivement d'égrenage de la Sodecoton. Depuis bientôt 3 ans, au moins il y a effectivement un plan qui veut qu'au-delà des 9 usines, il faille ajouter 2 autres usines pour pouvoir répondre effectivement à cette augmentation de cette production afin de pouvoir traiter effectivement cette production en hausse. Sauf qu'en ce moment, effectivement, les choses ne sont pas encore totalement bouclées pour notamment effectivement construire ces 2 usines supplémentaires. Je crois qu'à l'heure actuelle, en fait, en termes de besoin d'investissement par rapport à son outil industriel, la Sodecoton a besoin de, je crois, 43 milliards de francs CFA pour effectivement réaliser, entre autres, ces 2 usines d'égrenage plus une huilerie, effectivement, afin de pouvoir répondre effectivement à ces besoins. Et c'est là, effectivement, toute la problématique qui se pose. Et je pense qu'à l'heure actuelle, je suppose, le gouvernement et effectivement les dirigeants de cette entreprise sont à la recherche des financements pour pouvoir répondre effectivement à cette problématique, pour ne pas freiner effectivement l'engouement des producteurs par rapport à l'augmentation effectivement de leur production. Jean-Marie Biada, il y a eu cette audience du 10 juillet 2020 au Palais de l'Unité. Hein. Le fondateur de Géocoton, qui était reçu par le président de la République, entre autres... le secrétaire général. Par le secrétaire général, pardon. Au nom du président. Au nom du président. Entre autres sujets, modernisation de l'outil de production de la Sodecoton, accroissement de la production de coton, amélioration des conditions de vie des cotonculteurs, dynamisation de la filière élevage, avec en bonne place le développement des activités lait et viande au centre des essences. C'est le résumé un peu du communiqué qui en est sorti. Vous en êtes quand même rassuré. Je veux dire que les différents secteurs, les différentes activités font partie quand même des préoccupations qui sont exprimées. De mon point de vue, et là, M. Badi est au tabella demande qu'on passe à 400 000 tonnes. Personnellement, je suis pour que les producteurs, et là, M. Kounia commence à en parler, ça s'appelle le commerce équitable. Max Avelard, c'est ça qui a fait sa réputation. De dire que comment quelqu'un produit le kilogramme de coton qui est vendu à 500 francs, et puis, in fine, si on essaye un peu de regarder la structure des coûts, il ne lui revient même pas 10 francs. Donc Max Avelard, lui, il en est arrivé à mettre sur pied ce qu'il a appelé le commerce équitable. C'est-à-dire quoi? Chaque fois que vous voulez lancer, par exemple, une activité
qui va dans le sens de pouvoir produire à la fin, on va dire, un produit manufacturé. Regardons donc la chaîne de valeur telle que vous dites. Au laboratoire, pour avoir les semences à haut rendement, on va lui donner combien? On note. Les zones agroécologiques où ce produit peut facilement être fabriqué, ou peut grandir sans problème, on note cet endroit, il faudra de l'argent. Les gens qui font la trouaison, il faut penser à les payer. Les gens qui font maintenant le plante, ils déposent la plante, il faut penser à leur donner quelque chose. Les gens qui viennent maintenant, harvesting, viennent récolter, il faut penser également à leur donner quelque chose dans la clé de répartition. Les gens qui transportent maintenant, on leur donne quelque chose. Les gens qui ont fini de transformer, les gens qui ont fini d'emballer, de conditionner, les gens qui transforment in fine pour qu'on aille maintenant les gondoles des rayons, des supermarchés. Donc, quand vous vendez par exemple 1 kg à 450, on a donc greffé dessus un taux qui va revenir à chacun. Donc, de mon point de vue, si les producteurs de coton ont le train de vie que nous voyons actuellement, et il est question de passer de 300 000 à 400 000, à 500 000, à 600 000, ce n'est pas dans notre intérêt. Il est question maintenant, à mon sens, ça c'est une proposition. Pourquoi est-ce qu'au Ghana, par exemple, M. Dipitager était là-bas, j'ai payé pour près de 1 million de francs, ça c'est l'équivalent de francs CFA, un ensemble de tissus là-bas qu'ils appellent le quinté. C'est-à-dire une femme qui va en mariage reçoit le quinté que sa grand-mère avait reçu quand elle partait. La petite fille, quand elle part, elle reçoit pratiquement le même. C'est un tissu traditionnel qu'ils ont tellement travaillé au point que c'est un label là-bas chez eux. Quand tu dis le quinté, on sait ce que c'est. Ce n'est pas un tissu ordinaire. Chez nous ici, quand vous dites, M. Dipita Tongo, quand vous dites pain sikam, vous voyez que si c'est votre femme qui est passée par là, elle n'est pas très respectée parce que nous avons nous-mêmes une perception à la limite dégradante de ce que c'est que le pain sikam, qui est pourtant fabriqué à partir du coton qui vient de Sodé Coton. Donc, pour moi, il est question, par exemple, de mettre un peu plus de moyens pour que les gens fassent des recherches, des spécialistes dans le domaine, pour trouver un pain qui peut être labellisé Cameroun. Pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, le Bogolan, il ne coûte pas autant il n'a pas le même prix que le Sikam. Le Bogolan, ça coûte excessivement cher. Et puis, les gens sont contents de payer parce que c'est pratiquement un label ivoirien. Donc, quand je dis Quinté, c'est ghanéen. Je dis Bogolan, c'est ivoirien. J'ai envie qu'on me trouve un pagne ici localement qui est tel que quand on évoque le nom seulement, je sais que c'est le pagne qui a été fabriqué de façon industrielle. Monsieur Kounié connaît en pays bamileke, par exemple, lors des funérailles, il y a souvent des tenues traditionnelles que les gens portent. J'avoue quand même que c'est un mélange de tissus. Ce n'est pas encore comme j'ai vu par exemple en Côte d'Ivoire ou bien au Ghana. Donc pour moi, M. Dipita Tongo, l'Union européenne mettrait de l'argent qu'on devrait investir dans la recherche à l'effet de trouver une variété de pain made in Cameroun avec un nom tout particulier tel que lorsque vous le mettez sur le marché, que cela soit suffisamment respecté. Pourquoi est-ce que moi j'aime le tissu wax qui vient très loin des Pays-Bas, c'est sans publicité, qui vient des Pays-Bas, alors qu'on ne cultive pas le coton là-bas. Donc pour moi, je plaide pour que nous ne restions pas des producteurs de thé qui ne boivent pas du thé, des producteurs de cacao qui ne consomment pas de cacao à terme, des producteurs de café qui ne boivent pas de ce café le matin, des producteurs de coton. Ben, nous pouvons avoir des costumes en polyester, mais le polyester, ce n'est pas du coton, M. Dipita. Donc allons dans le sens de dire, oui, mettons assez de moyens à la disposition de la Sodé Coton, mais pensons également à pouvoir créer de nouvelles chaînes de valeur qui permettraient à ce que ce coton-là ne reste plus coton à l'état brut, qu'on ne mette plus ça simplement en balles de 230 kg, on part ici au port et on exporte. Allons dans le sens de dire, on va valoriser ça et mettre sur pied un nouveau maillon qui permette, et là, M. Kounié parlait de l'île Maurice. Oui, l'île Maurice, c'est parce qu'en fait, c'est une zone franche. Je vous relance. Venez là-bas. Le temps de signaler, par exemple, à M. Samuel Note, l'honorable député, qui essaie de nous avoir au téléphone. On le prend dans une dizaine de minutes, qu'il reste en stand-by. Je vois bien qu'il veut intervenir en direct. Honorable, nous vous prenons dans une dizaine de minutes et on revient tout à l'heure. Vous poursuivez. Voilà. L'île Maurice a fait le choix d'être l'usine du monde. Dans les zones franches industrielles, c'est beaucoup plus là-bas. Ce qui fait que les gens, au lieu de rester à Paris et de fabriquer sur la base des normes qu'on connaît déjà, autant externaliser, on va là-bas. C'est quoi? C'est les zones franches industrielles. Donc quand je fabrique là-bas, c'est en franchise de droits de douane de toute taxe. Parce que c'est à l'exportation. Or, nos zones franches que nous avons pu avoir ici, ou bien quelques points francs, on leur demande de fabriquer et de vendre maximum localement 20% et d'exporter. Or, j'ai fait un peu la ronde de ces entreprises. Qu'est-ce que nous faisons là-bas? Nous cultivons le haricot vert, on vend 10% ici, on exporte tout. Qu'est-ce que nous cultivons là-bas? Nous exploitons le bois, on vend là-bas à l'état brut. In fine, la solution, parfois, à mon sens, ce n'est pas
ces zones franches-là, ce serait que l'État n'ait plus honte. J'ai comme l'impression que le Cameroun a honte de créer ses capitaines d'industrie, que l'État crée donc ses capitaines d'industrie et leur assigne donc un mandat clair en disant, vous transformez le coton là, 10%, vous transformez ça dans un pain qui est tel que localement, chacun sera content de le porter, de ne pas l'acheter à 850 francs et de l'acheter de ce point de vue, quelle est la solution, Edouard? Les pistes à explorer. Oui, mais moi je crois que lui, le docteur Mbianda est sur la bonne voie. Moi je suis toujours en train de croire que tant que nous n'allons pas, n'est-ce pas, nous-mêmes rentrer dans des chaînes de valeur qui nous permettent de transformer nos produits, on sera toujours à côté de la plaque. On ne peut pas devenir éternellement, n'est-ce pas, des réservoirs de matières premières. Soyons quand même sérieux. Et puis pour le faire, il n'y aura jamais de transfert de technologie. Nous devons aller chercher la technologie là où elle se trouve. Et puis, les autres ont fait comment? Ils sont passés par leur diaspora. Il faudrait qu'on s'harmonise avec nos enfants qui sont là-bas, qui travaillent dans ces usines, qui essaient de voir cette technique. Vous avez vu, quand on construit par exemple un pont ici, comme le pont sur le Vouri, ces gens-là qui viennent construire le pont, je vous assure que quand ils rentrent sous l'eau pour souder la nuit, c'est entre eux. Hein. Tous ceux qu'ils ont recrutés ici étaient comment dirais-je, des manœuvres, des chauffeurs, des manutention, des gens qui faisaient la manutention, etc. Donc moi je crois que il est question pour nous de voir comment on peut essayer d'obtenir, n'est-ce pas, la technologie par notre diaspora et puis essayer de rentrer dans de nouvelles chaînes de valeur. Ça, nous devons être en harmonie avec cela. Personne ne viendra nous transférer la technologie ici. Les gens, si nous travaillons de cette manière-là, nous serons toujours, n'est-ce pas, des réservoirs de matières premières et on va continuer à exporter. Mais il faut qu'on comprenne que nous ne pouvons nous en sortir que si nous transformons structurellement notre économie. Et si, vous avez vu que avec l'histoire de Covid-19, quand on n'a pas pu exporter les tomates, ça a failli faire un scandale ici. Ça a failli, parce que même la conservation, même le conditionnement, nous n'avions pas prévu qu'on pouvait, n'est-ce pas, conditionner les produits. Parce que quand un camion quitte de Foumbot pour venir à Douala, vous allez au marché Sandaga, on va vous dire, voilà, un cajot de cassé coûte tel montant, un cajot d'écrasé coûte tel montant, et un cajot de tomate en bon état coûte ceci. Pourquoi pas? Et le producteur, quand il arrive ici au marché Sandaga, il se rend compte qu'il a perdu 30% de sa production. Tout simplement parce que nous n'avons pas pensé qu'on peut faire un conditionnement normal à partir du champ, alors que dans notre pays, ce type de produit quitte du champ au supermarché. Donc, il y a beaucoup de chaînes de valeur dans lesquelles il faut qu'on entre pour pouvoir l'espace. Moi, je pense qu'il faut que l'on comprenne aussi le lien qu'il peut y avoir entre le coton et la croissance démographique. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en réalité, le Cameroun aurait tort de ne pas mettre le paquet. Je rappelle déjà pour tous ceux qui nous écoutent que le Cameroun détient 59% dans le capital de ceux de coton, donc largement au-dessus de pouvoir décider de sa stratégie si elle pense que c'est important. Vous savez, lorsqu'on parle de 43 milliards pour 2 usines, ça me paraît quelque chose d'insignifiant quand on connaît le Cameroun. Vous savez très bien combien est-ce que nous avons dépensé pour construire des stades de foot. Bon, nous savons quel intérêt en termes d'emploi la Sodécoton aujourd'hui. Nous savons exactement ce qu'elle nous rapporte parce que tant qu'il y a les hommes, on va toujours s'habiller. C'est comme les médicaments. Donc comprenez que si l'Union européenne s'accroche, je l'ai dit tout à l'heure par rapport au volet de la genèse de cette histoire, c'est parce qu'elle ne peut pas faire autrement. La croissance démographique est sans cesse croissante. Les gens sont obligés de s'habiller. Donc naturellement, c'est un secteur, c'est une activité porteuse. Simplement, est-ce que nous avons aujourd'hui la capacité à passer le cap, à savoir de mettre à la disposition de ceux qui cultivent, parce que le véritable problème, il est là aujourd'hui. C'est que ceux qui sont à la base, c'est-à-dire ces producteurs, cette masse de personnes, n'ont pas absolument de quoi pouvoir être fiers de faire ce travail. Donc, et pourquoi est-ce que en termes d'outils de production? Oui, non, je veux dire qu'une fois, M. Mbianda a parlé de ça tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez cultivé, vous avez planté, ce qui vous revient est tellement infime que vous n'êtes pas... C'est parce que dans la culture même des gens du Nord, ils ont une culture, vous savez, le chef, le commandement, tout ça, ils obéissent. Mais vous prenez la même chose, vous mettez dans d'autres régions du Cameroun, ça ne marchera pas. Donc, je pense qu'il faut que l'État du Cameroun aujourd'hui prenne en considération l'impact positif que peut avoir un secteur, une activité comme celle du coton dans l'économie du pays. On a dit tout à l'heure que c'est après le pétrole, la deuxième activité qui permet d'avoir des ressources, des devises. Donc pourquoi ne pas le faire?
Mais pour que ça soit efficace et que ce soit dynamique, il faut absolument que cela intéresse ceux qui sont au fourneau et qui se gruent à cultiver. Et donc, le véritable problème aujourd'hui, il est là. Et il faut aussi comprendre que lorsqu'on n'arrive pas aujourd'hui à transformer suffisamment, c'est-à-dire que notre secteur secondaire qui est encore très faible, nous ne pouvons pas atteindre le niveau de croissance que nous souhaitons atteindre. Parce que lorsque vous voyez le bassin d'emploi qui est à la base, la consommation qui suit, imaginez-vous si ces gens avaient un peu de pouvoir d'achat, c'est la consommation qui repartirait. Et qui dit consommation, dit bon de commande pour les entreprises. Donc pour moi, lorsque on fait une émission sur les cotons, il faut certainement que les gens comprennent que c'est une entreprise importante pour le Cameroun, c'est une entreprise importante pour la croissance du Cameroun, et qu'on ne devrait même pas hésiter à mettre le paquet. Quelles qu'en soient les priorités que nous avons, ça, c'est une entreprise de souveraineté. Je vous rappelle qu'en 1974, elle était gérée par les Français. Et à l'époque, le Cameroun a décidé de se l'approprier. Parce que le président Hidjo avait compris que c'était un domaine assez délicat qui était porteur. Donc aujourd'hui, comment pouvons-nous donc continuer à penser que les 3 années où le retour au bénéfice est revenu, comment pouvons-nous faire pour que ça continue? Il faut bien sûr continuer à investir lourdement. Et qui dit investissement, justement, dit capital. Et le véritable point aujourd'hui, c'est que lorsque vous allez comprendre que en même temps, vous voulez faire cela, c'est-à-dire que booster votre outil de production avec tout ce qui va avec, il vous faut des capitaux. Les mêmes gens à qui vous allez demander ces capitaux, c'est les mêmes gens qui vont vous dire de ne pas faire ci ou ça et qui vont vous amener 10 milliards. Et puis maintenant, ils vont vous dire après que les prêts non constitutionnels, il ne faut plus. Bref, nous sommes un peu partis pour tourner en rond, comme disait M. Bianda, et que si jamais on n'arrive pas à sortir vraiment de nos gonds, j'ai peur qu'on fera du surplace et on va se raconter la même histoire 30 ans après et on ne sera jamais sorti de l'auberge. Omer, vous voulez rebondir dessus? Oui, en fait, moi, je voudrais faire une précision. Les fameux 10 milliards sur lesquels on revient, ce n'est pas destiné à l'entreprise. Hein. Oui, j'ai dit filière. C'est la filière et beaucoup plus les producteurs. Ce n'est pas destiné à l'entreprise. C'est filière côté. Voilà. Mais ce que moi, je voudrais ajouter, en fait, j'ai eu vent de ce qu'il y a quelques années, des Turcs, des investisseurs turcs, dans la logique de ce que M. Bianda disait tout à l'heure, il faut créer une chaîne de valeur, avec l'intention effectivement d'implanter une unité industrielle pour pouvoir effectivement se servir de ce coton comme matière première pour essayer effectivement de monter un peu dans la chaîne de valeur en essayant de la transformation, peut-être 3e, 4e niveau, qui sait. Mais bon, jusqu'à présent, on n'en entend plus parler. On n'entend plus parler. C'est vrai que la Sodecoton vend une infime partie effectivement de sa production à SICAM pour lui permettre, bon, encore que il faut bien savoir si effectivement la SICAM en tant que client règle toujours rubis sur ongle. À peine 5%, hein. 5% à peine. Hein. Voilà. Mais il faut dire savoir. Mais au moins, je suis d'accord avec le fait qu'effectivement, ne serait-ce qu'à partir de la SICAM déjà, qui peut être effectivement dans la suite de la Sodecoton, parce qu'effectivement, il ne faut pas se tromper non plus. Je crois quand même que la vocation en termes de développement de la Sodecoton, que relevait effectivement M. Oumba tout à l'heure, tient au fait qu'effectivement, c'est quand même 2 millions de personnes, hein, dans cette zone-là, qu'on fixe sur place. Grâce à cette activité-là, on leur permet effectivement de vivre d'une certaine activité. Ça évite peut-être un certain nombre de choses, comme par exemple l'exode rural ou bien je ne sais trop quoi. Cette vocation-là, au-delà des aspects purement économiques. Et effectivement, il y a aussi effectivement le phénomène Boko Haram. Et je crois, et là, ça me permet de rebondir, notamment les fameux 10 milliards et autres, là, il faut suivre le discours de l'ambassadeur de l'Union européenne au moment de la signature. Effectivement, l'un des aspects qui motive cela, l'Union européenne a injecté cet argent-là, c'est effectivement pour ne pas faire en sorte que Boko Haram soit un appel d'air pour ces jeunes. Il faut les occuper d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas que ce soit un appel d'air effectivement pour Boko Haram parce qu'effectivement ils vont se retrouver désœuvrés et forcément ils vont certainement s'adonner à l'économie peut-être de la guerre ou je ne sais d'autres trafics qui effectivement est plus rentable. On le voit d'ailleurs en Afrique de l'Ouest.
le Burkina ou bien le Mali, on peut expliquer en partie effectivement ce qui se passe là-bas par rapport à cela. Mais moi je suis d'accord sur la nécessité effectivement qu'il faille, ne serait-ce que déjà assurer une meilleure coordination entre la Sodecoton et peut-être la SICAM et peut-être trouver d'autres acteurs effectivement pour renforcer effectivement cette chaîne de valeur. Après tout, je pense que c'est une question de volonté politique. Hein. C'est une question de volonté politique. J'aime souvent à prendre deux exemples. Lorsque le gouvernement a voulu qu'effectivement on arrête l'importation notamment des congelés, ça s'est fait. Et quelques années plus tard, on a bien vu qu'effectivement il y a eu des acteurs locaux, sans forcément avoir besoin de l'appui de l'État en tant que tel, mais on a bien vu qu'effectivement il y a toute une filière de l'agriculture qui s'est mise en place et qui a commencé à approvisionner nos marchés. Donc, c'est une simple décision rien que de l'État. C'est la même chose, le secteur du ciment au Cameroun. Il a suffi qu'on décide au début des années, de la décennie écoulée, qu'à partir de 2012, on arrête les importations. Et on a vu très bien, bon, c'est vrai, c'était bien sûr la demande de Dangote qui voulait s'installer, mais on a bien vu qu'après ça, il y a au moins 3 acteurs qui se sont installés sur le marché. Et je crois que les pénuries de ciment auxquelles on était confrontés durant les décennies passées ont carrément disparu. Donc moi, je pense qu'effectivement, l'État a sa part à faire et tout part toujours de l'aménagement du cadre. Quitte à ce qu'effectivement les initiatives privées prennent le relais sans forcément avoir besoin d'un appui quelconque de l'État pour pouvoir s'organiser. Moi, c'est ce que je voulais ajouter. Oui, moi, pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, c'est vrai, mais il faut noter que tout ce qui est spontané n'est pas comment dirais-je, n'est pas solide, n'est pas fort. Parce que vous regardez par exemple au Nigeria, quand il a fallu justement que le président Obasanjo décide de créer des milliardaires, il a choisi des gens. Par exemple, vous importez du ciment, ou bien vous importez du coton, ou bien vous importez du sucre. Quand on se rend compte que vous maîtrisez, n'est-ce pas, le circuit de distribution, il vous a appelé, je crois qu'il a décidé de fabriquer 50 milliardaires à l'époque. Hein. Il les a appelés, ceux qui maîtrisaient justement les circuits de distribution, et il les a obligés à entrer, n'est-ce pas, dans le circuit de production. Et moi, je crois qu'on pourrait le faire. Regardez, par exemple, quand il y a les fêtes de fin d'année ici, tout le monde, on importe en quantité à ne plus fini pendant les fêtes, les tricots, fêtes de travail, quand les partis politiques sont en campagne, etc. Les gens importent des conteneurs de t-shirts. Je crois que ces choses-là peuvent se faire facilement. Donc, moi, je crois que si quelqu'un est dans ce circuit, et puis on peut savoir qui sont ceux qui importent ces affaires-là, discuter avec eux, je crois que le ministère du Plan est fait pour ça. Et même d'autres organismes de l'État sont faits pour cela, qu'on identifie ces gens et qu'on leur donne des conseils, qu'on les amène à comprendre qu'ils peuvent produire. Ils peuvent produire sur place et qu'on leur donne des facilités pour leur permettre de s'installer afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, rentrer dans la transformation. Ça, c'est comme ça qu'on entre dans une chaîne de valeur nouvelle. L'État doit pouvoir non pas seulement protéger et laisser la possibilité aux entreprises de naître, mais susciter même le fait que certaines personnes qui peuvent être des entrepreneurs de ce domaine et qui ne le savent peut-être pas, puissent, n'est-ce pas, y entrer, quitte à ce qu'on les soutienne et que ça permette à ce que nous puissions transformer un certain nombre de produits. Parce que si vous maîtrisez le circuit de production, de distribution d'un produit, vous avez la propension pour vous à produire et à gagner de l'argent sera plus grande. Donc moi je crois que l'État a plus que le cadre à faire. L'État doit pouvoir, n'est-ce pas, s'impliquer sérieusement, n'est-ce pas, pour créer ces nouveaux hommes d'affaires qui doivent être dans un secteur qu'ils connaissent et qui doivent nous aider, n'est-ce pas, à transformer ces produits locaux. En guise de mot de la fin, vous direz que la main qui reçoit demande 2 fois? Non, c'est moi qui réponds. Oui, monsieur... Vous voulez rebondir d'abord? Non. Ah, d'accord. Il a évoqué des choses en rapport... Il a parlé au moins d'autres fois. Il parlait dans le chaîne de valeur. Et il y a donc des gens qui nous écoutent. Pour leur prendre un exemple simple, pour expliquer un exemple concret concernant la valeur ajoutée. Nous avons dans notre portefeuille des agro-entrepreneurs qui produisent du cacao. Quand on prend 5 kg de cacao, acheter bon champ, c'est 1000 francs. Donc vous produisez, vous récoltez, vous séchez, ce n'est même pas encore fermenté. Le monsieur, le coxeur est prêt à acheter. Il vous donne 1000 francs par kilo, ça fait 5000 francs. Nous leur avons dit, venez avec les kilos déjà séchés. Ils ont fait un peu de formation sur la première et la deuxième transformation. Nos outils de transformation sont sommaires. Quand ils transforment dans 5 kg, ça donne 3 kg de beurre de cacao et 2 kg de poudre de cacao. Quand ils soldent leur beurre de cacao, 1 kg, ça fait 15 000 francs, fois 3, ça fait 45 000. Quand ils soldent leur beurre de cacao, 2500, fois 2, ça fait 5 000. Donc on a fait un peu de transformation avec 5 kg de cacao
vendu bord champ, j'ai gagné 5 000. J'ai fait la première et la deuxième transformation avec les mêmes 5 kg de cacao, j'ai 50 000. Donc 10 fois plus le montant que j'avais lorsque je vendais à l'état brut. Donc moi personnellement, qui suis un spécialiste dans les questions d'industrie, je ne peux pas venir lorsqu'on est en train de parler de la Sodecoton. J'encourage qu'on passe de 300 000 tonnes à 400 000, à 500 000, 600 000 tonnes. Non, je vais encourager qu'on aille dans le sens de vouloir cerner tout ce qui est comme chaîne de valeur là-dedans et on travaille pour aller dans le sens de ce que je viens de dire, monsieur le député, qu'on prenne donc 5 kg au lieu de 5 000 francs bord champ, qu'on fasse une petite transformation localement pour que ça passe à 50 000. Quand j'ai fini de le dire, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas exporter. Il y a des entreprises à l'étranger qui ont besoin de ce beurre de cacao. Selon leurs normes maintenant, nous allons fabriquer le beurre de cacao made in Cameroun, mais selon les normes suisses, les normes de Barry-Callebaut, selon les normes de Genève, selon les normes de Fribourg en Belgique. Et on leur envoie ça. Localement, nous avons la chance. Des gens sont surpris de voir qu'on consomme un peu plus de biscuits fabriqués localement. Mais c'est parce qu'on trouve de la matière première aussi, monsieur le député. La poudre, par exemple, de cacao, sans rien trahir sur la formule de fabrication de ces produits. Cette poudre-là, elle est trouvée ici, mais en très faible quantité. Une bonne, maximum 10%. Les 90% restants maintenant sont importés. Et là, monsieur Kouni évoquait le fait que l'État doit intervenir. Oui, monsieur Mbadi Otabelane parlait au bout. L'État a décidé de dire mon marché ne va plus être inondé par les coupes de volailles. On bloque à la porte et l'IPAVIC est né, l'interprofessionnel avicole. Et on produit le poulet ici au Cameroun actuellement, on produit de la provente. Je peux me prendre quand même à regretter que la bonne partie de la matière première pour fabriquer la provente est encore importée. Donc notre souhait c'est que quand vous fabriquez une provente avec 10 ou bien 15 matières premières, il faudrait qu'au moins la moitié de ces matières premières viennent ici localement. Et on invoque l'État, pourquoi? Parce que ce que vous devez savoir aussi, M. Kouni, c'est que quand vous laissez nos frères qui font la provende ici s'occuper du maïs, ils nous imposent le prix du maïs. Donc quand moi je produis mon maïs, en bordure de route, je vends un épi à 100 francs. Quand moi j'ai compté par exemple 10 épis, ça fait 1000 francs. Or, quand j'égrène ces mêmes 10 épis-là, ça me donne 1 kg et il m'achète le kilogramme à 148 francs. Donc, je suis parfois porté et aller briser mon maïs en bordure de route plutôt que de garder ça pour que ça fasse 1 tonne et je vends ça à 148 000. Alors, parfois, il ne me paye pas immédiatement, M. Kounié. Donc, c'est à ce niveau que nous interpellons l'État, c'est-à-dire l'État doit organiser le terrain, mais en même temps, je vais insister là-dessus. L'État doit éviter d'avoir honte de créer ses capitaines d'industrie. Quand vous créez vos capitaines d'industrie, vous leur donnez les moyens. Monsieur Dibita, si je veux faire par exemple un champ, nous sommes en train de parler depuis les agro-industries, est-ce que vous savez que les deux lois cumulées de 1974 portant régime foncier et puis régime domanial disposent clairement de ce que si je veux de l'espace à hauteur de 50 hectares, je n'ai pas dit 66 000. J'ai dit 50 hectares. J'ai dit 50 hectares. C'est une autorisation. Il n'y a que le président de la République qui peut me concéder cela. Il n'y a que le président de la République. Donc vous comprenez très bien que ça devient un peu difficile. Combien de gens peuvent avoir accès au chef de l'État? Or, lorsque vous avez cultivé, j'ai pris le cas par exemple du coton, je reste dans le coton. Mais vous croyez que faire les 348 000 tonnes, les 340 000 tonnes, les 400 000 tonnes qu'ils désirent là, s'il fallait vraiment de l'espace pour cela, il faudrait d'abord une réserve foncière. Et nous n'avons pas cette réserve foncière. In fine, j'interpelle donc l'État à ce niveau de ne pas avoir honte de créer ses capitaines d'industrie et que par voie de conséquence, une fois qu'il l'a créé, il leur met les moyens suffisants à disposition. Et à un moment, fermer même l'œil un peu sur, je vais appeler ça quoi, sur la réglementation. Je conclue là-dessus. Il y a un jeune frère qui a travaillé, je vais dire, bon, pour les Blancs à l'époque, et il me parlait donc du respect des normes au niveau de l'environnement. Lui-même, plus tard, il a fini et il est venu au pays. Il ne faut pas prendre les herbicides, il ne faut pas prendre les fongicides. Il récitait tout ça. Quand il allait sur le terrain faire 1 hectare, M. Dibita Tongo, ça lui revenait à peu près un montant X. Utiliser donc ces produits-là, c'était ce montant divisé par 5. Il a compris pourquoi les autres utilisent d'abord ça. Et c'est après qu'on parle des normes. Parce que même l'Union européenne, même l'Asie, je ne sais quel autre continent, une certaine quantité qui demande de parler des normes. C'est lorsque vous êtes d'abord debout que vous pouvez penser maintenant à une béquille ou à quoi que ce soit. Si vous êtes couché, la béquille ne nous servira pas à grand-chose. Et votre interpellation semble être entendue ou alors soutenue. Je reçois là par message M. Kemajo qui dit être le directeur général de Citraco, spécialisé dans la production de compresses médicales au Cameroun et dans toute l'Afrique centrale.
Il dit, nous sommes en mesure de transformer de grandes quantités de coton en compresses médicales pour toute l'Afrique centrale et même en Europe dans le cadre des ACP. Mais il nous faut des moyens pour être une grande industrie exportatrice et devenir un grand capitaine d'industrie. Je le cite, j'en ai parlé à nos différentes réunions à Yaoundé au ministère, mais sans suite. En guise de mot de fin, sur la question, qui reçoit demande de foi? Pas forcément. Parlant évidemment de la filière coton. Non, en réalité, l'idéal, ce serait que l'on puisse associer les deux, hein, c'est-à-dire que l'augmentation de la production et puis le décrochage, pour tout ce qui concerne les chaînes de valeur, hein, ce serait l'idéal, hein, vers laquelle on doit concourir. Parce que, voyez-vous, chacun devrait normalement s'adosser sur ses potentialités. Et lorsque vous en avez, il est souhaitable que vous les utiliser au maximum. Moi, je continue à penser que c'est un très bon moment aujourd'hui de parler de coton parce que, comme ça, vu de l'esprit, on ne comprenait peut-être pas, beaucoup d'entre nous ne comprenaient peut-être pas, mais on comprend aujourd'hui l'importance de cette structure. Et je crois que l'État, qui est à 59% à hauteur, 59% au niveau du capital, a la capacité d'imposer sa stratégie, celle d'être offensive, tout en sachant que non seulement c'est l'emploi, c'est la stabilité, c'est l'absence des zones rurales, c'est le pouvoir d'achat qu'il faut contenir. En fait, c'est le bien-être des populations, ce que recherche toute politique économique. C'est-à-dire que si jamais on arrive à parvenir à transformer et à utiliser tous les effets bénéfiques des chaînes de valeur, je pense que la filière sur le coton, la filière du coton plutôt, aurait des lendemains meilleurs. Emmanuel Cognier, en guise de mot de la fin. Oui, je crois que ce que je veux dire, pour parler de la mot de la fin, c'est que 10 milliards de l'Union européenne, je suis très embêté quand j'écoute des choses comme ça. Vous voulez donner plus? Non, je suis très embêté parce que nous ne sommes pas quand même à ça. Je crois que si l'Union européenne doit nous aider, ils doivent quand même faire des choses qui tiennent. Parce que le Cameroun n'est pas... Nous, en termes de recettes, même de recettes fiscales, en termes de recettes de pétrole et tout ça, nous pouvons dégager 10 milliards. J'ai dit que l'État, pendant les 3 années, l'État a dégagé 80 milliards, n'est-ce pas, pour la saut des cotons. Donc, s'il faut aider, n'est-ce pas, cette filière avec 10 milliards, on n'a pas besoin de l'Union européenne. On a besoin de l'Union européenne pour autre chose. Et puis, quand ils viennent nous aider dans une opération comme celle-là, parce que la contrepartie, c'est quoi? Nous ne connaissons pas quelle est la contrepartie. Donc, il ne faut pas que ces gens-là nous apportent ce genre de financement. Parce que la filière coton est pour nous une filière importante. S'ils veulent nous aider, qu'ils nous aident vraiment, peut-être en nous aidant à avoir des usines de transformation, mais qui ne nous apportent pas des histoires du genre 10 milliards. Parce que même quand on lève les emprunts obligataires, on dit 150 milliards comme en 2017, en un mois, on a les 150 milliards, et puis c'est de l'argent que les Camerounais eux-mêmes cotisent. Donc, quand j'ai lu cette affaire, j'ai été un peu embêté de voir qu'on puisse tendre la main à l'Union européenne pour 10 milliards pour la filière coton. Moi, je crois qu'on peut trouver, on n'a pas besoin d'eux pour ce genre de choses. On a besoin de l'Union européenne pour pouvoir, n'est-ce pas, nous aider à résoudre des problèmes sérieux. Mais les petits problèmes domestiques, il faudrait quand même qu'ils s'abstiennent à venir nous fatiguer avec des histoires comme ça. Oui, moi, ce que je peux dire, en fait, le défi, c'est ça, c'est-à-dire élever l'outil industriel, effectivement, de la saut des cotons. Et je suis tout à fait d'accord avec les uns et les autres qu'effectivement, il va falloir aller un peu plus loin dans notamment la chaîne de transformation qui doit impliquer effectivement l'État. Et beaucoup d'acteurs ont effectivement leur rôle à jouer, y compris effectivement l'État. Il est même possible qu'effectivement, notamment dans le cadre du relèvement effectivement des capacités de l'outil industriel, que l'État, qui a déjà joué un rôle, M. Cognier le relevait tout à l'heure, puisse aller un peu plus loin que ça. Parce que je crois qu'il y a eu des conventions, notamment des dettes croisées, qui ont permis effectivement de dégager, et des remboursements des crédits de TVA, qui ont permis de dégager un peu un bol d'air sur le plan financier. L'État peut aller au-delà, ou alors à défaut, peut-être que des autres actionnaires peuvent effectivement mettre la main au pot. C'est donc dire que la filière a besoin de davantage de moyens pour, évidemment, peut-être à travers l'assaut des cotons, remplir ses missions. Putain, ouais. Je n'ai pas dit un mot là-dessus. Clôture. Vous avez... Ok. Un mot. Alors, mon mot, j'interpelle l'Union européenne, j'implore leur bonhomie de nous mettre à disposition les mêmes 10 milliards pour
exploiter une partie, un quantum du coton produit par Sodecoton et fabriquer les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Messieurs et mesdames de l'Union européenne, vos 10 milliards nous permettraient facilement de mettre sur pied une unité industrielle qui nous permette de fabriquer donc les moustiquaires. Les moustiquaires permettront de sauver la vie à 100 000. Nous voudrions même que ce soit le Cameroun, soit la rampe de lancement de ces moustiquaires. Qui est-ce qui définit nos besoins? C'est l'État. Bon, si l'État ne soumet pas ce type de besoins à l'Union européenne, pourquoi vous voulez que l'Union européenne... Non, c'est parce que nous sommes dans la filière coton. Et j'ai dit déjà qu'on cherche, qu'on identifie justement les niches, ou à tout le moins des maillons qui pourraient apporter davantage de la valeur à ce coton qui est actuellement à l'état brut. Parce que si je prends ce coton, je le transforme maintenant en t-shirt. Là, ça fait un niveau de transformation. Si je le transforme maintenant en moustiquaire, comme j'insiste là-dessus, parce qu'en fait, le Cameroun, c'est au moins 4000 personnes tuées chaque année par la femme du moustique, ça s'appelle l'anophèle, elle est impitoyable. Donc, pour le cas de l'Afrique, ça fait 100 000 personnes de tuées chaque année, M. Madi. Donc, si le Cameroun est la rampe de lancement de la fabrication des moustiquaires made in Cameroun, qui mettent en déroute les moustiques, je suis convaincu que les 10 milliards feront donc du Cameroun celui-là qui va faire passer peut-être sa production à 400, 500, voire 600 000. Mais une bonne partie serait également transformée localement pour sauver des vies et sauver la vie de ces... Parce que dans le Grand Nord, vous ne le savez pas, il y a suffisamment de moustiques également, un peu partout en Afrique. Donc pour moi, voilà, parce que j'ai demandé qu'on fasse la recherche pour trouver sur le plateau, j'ai fait cette recherche, j'ai déjà trouvé qu'on peut fabriquer les moustiquaires à partir de ce coton-là. Évidemment, bien d'autres ça rapportera, aussi. voilà, ça rapportera moins de problèmes. L'argent de l'Union européenne, demandez à un Camerounais, ils vont vous donner 10 millions. Transition, et on revient, on espère pouvoir avoir Samuel Motte, juste derrière la transition, qui voudrait commenter évidemment peut-être cette décision du président de la République. Transition et on revient. Je voudrais quand même annoncer le thème qui va suivre en attendant d'avoir le député Samuel Motte qui devrait être en direct tout à l'heure. On va parler évidemment de la relance économique, de la relance de la croissance après la vilaine pandémie, la Covid-19 qui, comme vous le savez, a grandement impacté les économies à travers le monde. Le Cameroun n'est pas épargné. Et j'ai repris tout à l'heure un extrait des enjeux rappelés par Paul Biya. Le chemin de la croissance fait partie de ces enjeux. La préservation des emplois, mais aussi assurer le bien-être. Est-ce que, à ce jour, Emmanuel, on peut avoir une évaluation de l'impact sur l'économie camerounaise? Oui, il est clair que l'impact sur l'économie camerounaise est évident. Vous avez suivi par exemple le JICAM qui a fait un chapelet, n'est-ce pas, je ne dis pas de récrimination, mais de plainte par rapport, n'est-ce pas, à l'impact de cette pandémie sur les entreprises camerounaises. Et vous avez vu que dès que cette affaire a commencé, les entreprises ont directement commencé à licencier. Je crois que EVECAM a licencié, je crois, près de 6 000 employés sur les 14 000 en début du mois de juillet. Et les entreprises, comme certaines entreprises, les entreprises de tourisme et bon nombre d'entreprises ont mis beaucoup de personnes à la porte. Alors, ce qui veut dire que on est arrivé à une situation où la production nationale s'est affaissée du fait, n'est-ce pas, de la Covid-19. C'est même pas seulement la production nationale, la production mondiale même s'est affaissée, puisque dans les autres pays, il y a eu, n'est-ce pas, ces confinements qui ont empêché les entreprises de travailler. Beaucoup d'entreprises ont pratiquement réduit, n'est-ce pas, leur activité à plus de 80%, ce qui fait que la production dans l'ensemble, la production mondiale a diminué. Le Cameroun n'a pas été épargné. Donc, ça a créé beaucoup de problèmes, puisque on a entendu le JICAM poser un certain nombre de préalables pour demander à l'État de leur faire des facilités et même d'honorer certains engagements du genre les crédits de TV en souffrance, etc. Mais au même moment, ils ont demandé à l'État de ne pas percevoir un certain type d'impôt, etc. Bon, on est arrivé à se demander où est-ce que l'État devait, ne percevant pas les impôts, où est-ce que l'État devait trouver l'argent pour pouvoir, n'est-ce pas, payer ce qu'il demandait. Donc ça a créé, n'est-ce pas, une confusion généralisée où les gens n'ont pas pu s'entendre, les gens ont même posé des problèmes avec la précipitation, et c'est bien dommage. Et c'est d'autant plus dommage que
on n'attendait pas cette crise. Et chaque fois qu'il y a ce type d'événement, généralement tout le monde se fourvoie. Vous avez vu, lors de la grande dépression des années 30, c'est tout le monde qui était perdu. Même les économistes qui étaient censés comprendre les phénomènes économiques étaient considérés comme des plaisantins. Excusez-moi le terme, parce qu'ils parlaient des théories qui ne pouvaient plus s'appliquer. Et toutes les théories qui existaient, quand on essayait de les mettre en œuvre, ça ne marchait pas, parce qu'il y avait une crise que personne ne comprenait comment arriver, n'est-ce pas, à la juguler. Donc, nous avons été surpris par ce coronavirus qui a donné un coup de pied, n'est-ce pas, dans le système économique. Et maintenant, il faudrait qu'on comprenne que nous sommes dans une économie aujourd'hui un peu déstructurée et déstabilisée. Il n'est pas question de penser à la relance tout de suite, il est question de penser à la stabilisation de l'économie avant de voir comment relancer. Parce qu'on continue à descendre, Et les gens pensent que si, n'est-ce pas, la Covid-19 même diminue d'intensité, les choses sont terminées. Non, c'est pas vrai. Elle va diminuer d'intensité, mais les effets économiques ne vont pas être ressentis très rapidement. Parce qu'aujourd'hui, même si elle s'arrête, je tiens à vous signaler qu'avant que la Covid-19 ne commence, le Cameroun avait importé pour près de 190 milliards de biens de première nécessité, du riz, du sucre, de tous ces produits, la farine, etc. Et que pendant la période où les frontières étaient fermées, nous avons pu nous ravitailler sous nos réserves et que d'ici la fin d'année, si rien n'est fait, s'il n'y a pas d'autres mécanismes ne se mettent en place, nous risquons de nous trouver en situation de pénurie parce que même ceux qui nous envoient ces produits ont arrêté les productions et doivent d'abord se servir. Et nous ne pouvons pas imaginer facilement ce qui va se passer d'ici 3 mois, d'ici la fin d'année. Donc, il est question de réfléchir davantage pour voir quel est l'impact réel, comment est-ce que nous allons nous comporter par rapport, n'est-ce pas, à cette invitée surprise qui est arrivée au sein de notre économie et qui nous a mis en difficulté pour pouvoir, n'est-ce pas, ne pas être concerné, ne pas subir la foudre, n'est-ce pas, de l'effet de cette Covid-19. Donc, moi, je crois que nous devons nous attendre à des lendemains difficiles. Et c'est pour cela qu'il faudrait que des organismes qui sont chargés de réfléchir sur, n'est-ce pas, la situation économique du Cameroun, en ce qui nous concerne, puissent se mettre à l'œuvre. Bon, il y a certains organismes comme le Conseil économique et social, qui devrait, justement, qui a des rôles à jouer, mais qui aujourd'hui est un fantôme, puisque cet organe-là, qui devrait avoir 150 membres, apparemment ils ne sont plus qu'à 2 là-bas, et on ne sait plus même plus ce qu'ils font là-bas, mais quand vous regardez le budget de l'État du Cameroun, vous vous rendez compte qu'ils ont toujours, je crois qu'en l'année dernière c'était 1,4 milliard, et quand vous regardez le compte de règlement, vous voyez que ils consomment toujours le budget à 99%. La loi de règlement. La loi de règlement, je veux dire. Ils consomment toujours le budget à 99%. À faire quoi? On ne sait pas. Et c'est très compliqué parce qu'ils ont le Conseil économique et social un rôle important à jouer dans les propositions. Et nous sommes ici en train de faire des propositions et ils sont là en train de dépenser l'argent des propositions. Moi, je me demande ce qu'ils font là. Toujours dans la ligne, dans le même sillage des évaluations. Oui. Vous qui êtes d'ailleurs un expert en matière de PME. Oui, vraiment, je vous avoue que à date, parce qu'en fait, vous parlez de l'évaluation, c'est une évaluation en cours, c'est une évaluation à mi-étape. On n'a pas terminé. En Allemagne, par exemple, on a commencé à reconfiner encore les gens. En France, l'idée est sortie du bois. Partout ailleurs. Donc, cette pandémie n'a pas fini de faire ses effets. Donc, j'ai appelé ça au début ses effets. Je prédisais ça sans le savoir, que ça aurait les effets un peu d'une 3e guerre mondiale, sans les bombes habituelles. Parce que même pendant la guerre, les avions décollaient pour aller bombarder, mais on s'est retrouvé avec un ciel quasi vide, où on a pratiquement confiné tout le monde. Donc pour la PME, c'est extrêmement laborieux. Je commence d'abord pour l'État, les agents économiques. L'État est un agent économique. Et le chef de l'État a pris une ordonnance le 3 juin pour dire ouvertement que, tiens, nos espérances de recettes, qui étaient de l'ordre de 5 951 milliards, vraiment, nous ne pouvons pas faire grand-chose là-dessus. Il a enlevé plus de 500 milliards là-dessus. Et on a pris une loi de finances rectificative qui a donc approuvé l'ordonnance du chef de l'État qui réduisait de plus de 500 milliards, de 546 milliards, le budget qui avait été voté l'année dernière pour l'exercice 2020. Ça, c'est l'agent économique État qui a perdu suffisamment de moyens et qui ne peut plus faire un certain nombre de choses. La preuve, même le budget restant, on ne l'a plus déployé dans le sens de dire qu'il fallait faire l'investissement. On l'a orienté désormais maintenant pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Et
à ce niveau spécialement, parce que je parle du coronavirus, pourquoi est-ce que l'État ferme les yeux devant Monseigneur Cléda, par exemple? Bon, moi, je le soutiens. Je n'ai pas compris. Ce n'est pas parce que les Européens disent que désormais, on se lance à 1000% et à fond pour la recherche contre le coronavirus. Si on admet que c'est une grippe, mais la grippe ordinaire tue toujours 6 à 10 000 personnes en France chaque année. On n'a jamais trouvé un vaccin contre la grippe. Pourquoi les gens sont naïfs de croire que ça sera en 2 mois, 3 mois, 4 mois qu'on va trouver un vaccin contre le coronavirus qui lui encore est plus mortel que la grippe ordinaire. Donc, quand on vient au Cameroun, voilà un monsieur qui dit que mes médicaments, je vous dis tout de suite que cette maladie a diminué d'ampleur parce que mes médicaments sont en souffrance dans nos hôpitaux où les gens faisaient la queue pour aller les chercher. Donc, pourquoi est-ce que l'État ne s'appuie pas sur un monsieur comme celui-là? Parce que quand on dit lutte contre cette pandémie, les gens voient simplement la prévention ou alors la recherche pour le vaccin. Mais le vaccin est préventif, alors que le sérum, lui, il est curatif. Alors que ce que tous les phytothérapeutes camerounais ont eu à découvrir ces derniers temps, si c'est curatif, ça soigne. Est-ce qu'on va laisser, le gouvernement parle de 17 000 contaminés, on laisse 17 000 ou 20 000 contaminés décédés et on pense maintenant au vaccin plus tard? Pas du tout. On n'a pas laissé 20 000 contaminés décédés. Non, non. Je dis dans ceci. Pourquoi l'État ne s'appuie donc pas pour produire ce que Monseigneur Cléda et plein d'autres personnes sont en train de faire à l'échelle industrielle, quitte à ce qu'on donne à un certain nombre de pays tout autour de nous. Donc, le budget, je parlais là du budget qui a été réorienté maintenant beaucoup plus vers la lutte contre le Covid, parce qu'en fait, le côté purement économique est resté un peu en berne. Le gouvernement perd de l'argent parce que le pétrole brut, l'année dernière, lorsqu'on évalue, lorsqu'on présente le projet de budget à l'Assemblée nationale, les hypothèses sur lesquelles on s'est fondé pour évaluer, par exemple, les recettes du pétrole étaient telles que le baril allait coûter à peu près 50 $, sinon 60. Et nous, 54 $. Nous nous sommes retrouvés au mois de janvier ou février par là avec un baril qui était sur une pente éminemment baissière. Au point qu'au mois de mars ou avril, comme ça, on était avec un baril à près de 20 $. Et vous voyez donc que l'État n'a pas pu avoir assez de moyens à ce niveau-là. Et j'ai bien peur que même avant la fin de l'année, le chef de l'État ne soit obligé de prendre un deuxième correctif budgétaire pour dire que même les 4 500 milliards que nous espérions, en réalité, on n'en a pas eu autant. Quand je rentre maintenant en entreprise, oui, on a eu de graves difficultés. On a des entreprises, par exemple, qui produisaient ici et qui exportaient sur le Tchad, avec la fermeture des frontières terrestres, alors que les magasins avaient déjà à peu près 4-5 tonnes. Pour une entreprise qui produit à peu près 20-25 tonnes à l'année, vous voyez qu'on n'avait même plus d'espace pour entreposer les produits finis. Et les produits finis sont tels qu'il y a un délai limite d'utilisation optimale. Donc quand vous fabriquez maintenant, si c'est un produit qui doit être consommé en 6 mois ou en 10 mois, vous les stockez là. La frontière n'est pas ouverte. Ici, je peux implorer le génie des pouvoirs publics pour qu'on puisse indiquer. Vous voyez, le président, c'est au mois d'avril qu'il a dit l'école reprend le 1er juin. Et les gens concernés donc par l'école, par l'éducation, se sont remués pour que l'école commence le 1er juin. Or là, actuellement, je dis encore, je reste dans le domaine, je suis avec les PME, je prends le cas des fleurs par exemple. Il y a des gens qui exportent des fleurs naturelles. Alors, monsieur Dipita Tongo, vous croyez que je vais couper donc les fleurs à Fumbot? Je prends la nuit, je prends la route, je vais dire à 6 h du matin. En fait, c'est pour le vol qui va partir autour de 19 h. Autour de 19 h, je ne peux pas couper les fleurs et je les garde avec moi. Je ne peux pas récolter les fleurs, je les garde avec moi. Je prends mon haricot vert. Dès que la floraison a eu lieu, les normes sont telles qu'au bout de 21 jours, je dois les récolter. Quand je récolte maintenant, vous ne me dites pas, vous n'ouvrez pas les frontières, vous n'annoncez même pas. À un moment, je vais exhorter les pouvoirs publics à dire, bon, horizon, là nous étions au mois d'avril où je disais, on peut déjà annoncer parce qu'en fait, quand nous faisons ces transactions, M. Dipita, nous sommes en contact avec des partenaires auprès de qui on peut négocier. On dit tes objets d'art, tu les attendais au mois de mars. Le gouvernement vient d'annoncer qu'on va ouvrir les frontières au mois d'août. Donc, est-ce que c'est encore possible? Je prends donc des dispositions, mais c'est en sous-main que nous avons entendu que non, on a reporté dans 15 jours. 15 jours après, on reporte 15 jours, donc on est resté dans un flou, tel que la PME, même ses partenaires qu'il avait à l'étranger, auprès de qui il exportait les produits qu'il fabriquait localement, ces partenaires ont déchanté et ont regardé ailleurs. Et je conclue là-dessus parce que je commande l'actualité chez un de vos confrères à l'international. Le marché de la viande en Afrique a augmenté de 12% du fait du Covid. Pourquoi? Parce que les grands opérateurs dans le domaine qui avaient besoin de la viande s'adressaient aux Américains. Or, quand le président Trump a dit « je ferme les frontières », qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils ont arrêté toutes ces lignes de production industrielle de la viande.
Et ces gens qui avaient la possibilité, qui voulaient absolument avoir cette viande, qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Ils se sont retournés du côté de l'Afrique, et puis notre viande qui n'avait pratiquement pas de preneur s'est retrouvée en train de connaître cet embonpoint du fait du Covid. Donc de mon point de vue, si j'ai à implorer ici, ce serait que le gouvernement annonce un peu une date estimative à laquelle on devrait ouvrir les frontières, parce qu'il y a beaucoup de PME qui font dans l'exportation, qui actuellement ont perdu une bonne partie de leur clientèle. Et ces promoteurs, pour la plupart, je tiens à les saluer, sont vraiment patriotes. Ils ont continué à conserver autour d'eux les gens qui fabriquent, la main-d'œuvre qui leur permet de fabriquer les produits qu'ils proposent à la vente, soit sur le marché local, soit sur le marché régional, soit sur le marché international. Mais je suis convaincu que si on reste encore dans ce flot artistique, on ne connaît pas la date à laquelle on va ouvrir les frontières. Tous ces promoteurs de PME, malgré leur bonne volonté, vont se retrouver à déposer les clés et en même temps déverser dans la rue une bonne partie de Camerounais qui seront maintenant là à chercher quoi faire. Et ils vont donc exposer leur expertise au plus offrant. Et malheureusement, vous savez très bien qu'il y a un mauvais vent qui souffle sur le Camerounais et qui cherche des clients. Nous ne souhaitons pas que ces gens aillent de ce côté-là. Et dès lors, les pistes à explorer pour peut-être, je vais plus dire amoindrir, sortir la tête de l'eau et pour rejoindre un peu le thème, relancer l'activité dans le but de retrouver le chemin de la croissance. En fait, la croissance, elle est là. Elle n'est pas ce qu'on attendait. La croissance est là. Mais je pense qu'il faut quand même dire quelque chose qui est partagé par tout le monde, à savoir que la Covid a eu des impacts terribles sur les PME, beaucoup plus. Vous savez qu'au Cameroun, sur le recensement 2016, je pense, il y a à peu près 230 000 entreprises. Les PME représentent pratiquement plus de 99%. Vous comprenez? Donc en réalité, dans cette crise, à hauteur de 70%, les PME ont été touchées, contrairement aux grandes entreprises. Vous constaterez donc qu'au jour d'aujourd'hui, si le Cameroun a pratiquement la quasi-totalité de ces entreprises qui sont les PME, ça veut dire que les dégâts sont pour le moment même incommensurables. Donc il faut mettre le paquet. Le paquet, on le fait comment? À l'unanimité de ce que les gens pensent aujourd'hui, c'est qu'il y a deux scénarios possibles. Soit c'est la politique de l'offre, soit c'est la politique de la demande, relancer l'économie par la demande. La demande, ça veut dire que l'État va prendre de l'argent et va donner pour que les gens puissent aller acheter. Aujourd'hui, l'État a des difficultés, il y a la sécurité, il y a tout ce qui concerne la santé, tout ça. Donc l'État ne peut pas. L'État ne peut pas aujourd'hui faire des dons parce que le pouvoir d'achat, non, il ne peut pas. La seule solution aujourd'hui, c'est de dire qu'on va faire la politique de l'offre, à savoir qu'on va soutenir les entreprises. Les soutenir comment? En leur donnant des subventions, c'est-à-dire qu'en injectant de l'argent vers des entreprises qui ont le plus souffert, parce que tout le monde n'a pas souffert de la même manière. Hein. Donc, vraiment, c'est capital. Hein. C'est pas du cinéma. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Si on veut atténuer les effets et l'impact négatif de la Covid, il faut absolument rapidement mettre en place une politique de l'offre qui va permettre justement d'augmenter les productions. Parce qu'en réalité, le pouvoir d'achat étant faible, l'État étant incapable de renforcer ce pouvoir d'achat-là, la seule chose qui puisse permettre aux populations de résister, c'est de pouvoir donner des produits en quantité, en qualité, mais à des coûts relativement faibles. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui se dit partout. Les économistes le disent parce qu'on ne voit pas trop comment aujourd'hui l'État du Cameroun ne peut pas. C'est-à-dire que sa trésorerie ne lui permet pas aujourd'hui de donner du pouvoir d'achat, donc de relancer cette économie par la demande. On ne peut que la faire par l'offre parce qu'avec la politique de l'offre, on va justement appuyer sur les secteurs qui nous permettent d'avoir plus de valeur ajoutée, à savoir le secteur primaire et le secteur secondaire. À travers ça, on serait capable donc de pouvoir augmenter les productions et puis pouvoir permettre aux populations de pouvoir accéder aux produits à moins de coût. Je pense qu'à mon avis, c'est la clé parce que lorsque vous avez regardé, vous constaterez par exemple pour les frontières que le jour, pendant que vous voulez qu'on ouvre ici, les autres disent qu'il faut fermer. Donc c'est très compliqué. Donc on risque de jouer comme ça à la baballe, pour qu'au terme de tout ça, rien ne se passe. Donc
il faut vraiment que les solutions soient endogènes. Endogène, ça veut dire quoi? Être d'abord capable de booster. Booster, ça veut dire quoi? C'est-à-dire aller entreprise par entreprise, secteur par secteur, donner de l'argent, donner de l'aide à ceux qui peuvent. L'État ne peut pas. D'abord, ce n'est pas ton job. L'État n'est pas là pour créer la richesse, c'est pour accompagner. Donc, et quand on dit subvention, ça veut dire que l'État pense qu'en mettant de l'argent, à un moment donné, cet argent n'ira pas dans l'eau. Au contraire, ça va certainement relancer la croissance et donc la consommation. C'est ce que moi je pense. Omer Mbadi, au regard des mesures, parce qu'il faut le rappeler, à la suite de l'interpellation du JICAM, et CAM d'ailleurs aussi, pour les petites et moyennes entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour alléger les difficultés de ces entreprises. Est-ce qu'on peut en termes d'évaluation, de regard rétrospectif, se dire aujourd'hui que les mesures permettent quand même à ces entreprises de souffler un peu et qui c'est peut-être de reprendre de la main? Je n'ai pas les données, en fait. Je ne peux que m'appuyer sur ce que disent effectivement les organisations patronales relativement à ça. Elles estiment, ces organisations, que malheureusement le compte n'y est pas. Au regard, il y a eu bien sûr ce qu'on appelle les reports de charges. Il y a un certain nombre d'obligations auxquelles sont soumises effectivement ces entreprises, notamment les cotisations à la CNPS et puis des obligations fiscales et autres. On a consenti à ce qu'effectivement on reporte ça pour peut-être l'année prochaine ou bien dans 2 ans. Mais ce n'est pas dans tous les domaines. On estime par exemple qu'on l'a fait pour la fiscalité, mais on ne l'a pas fait par exemple pour la douane. Ça, c'est notamment ce que le JICAM dit. Et puis, ils estiment qu'il y a l'appui de l'État, par exemple, s'agissant du bol d'air qu'on puisse attendre, notamment du secteur financier, notamment effectivement des banques, quant à l'appui vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis justement des banques, le compte n'y est pas. Donc, je ne peux que m'appuyer sur cela puisque effectivement on n'a pas des données chiffrées assez précises pour effectivement évaluer l'ampleur. Mais contrairement à ce que M. Mbazing dit, moi je pense que l'État doit avoir effectivement un rôle central à jouer et je pense qu'il a des marges de manœuvre. La preuve étant que le FMI est intervenu et a apporté des subsides, des fonds à ces États-là pour les permettre de garder un tant soit peu de la tête au-dessus de la surface de l'eau. Mais au-delà de ça, cette semaine encore, je crois que c'était hier, à Yaoundé, il y avait notamment le comité ministériel de l'Union économique de l'Afrique centrale. Il est question, entre autres, de revoir ou tout au moins de suspendre un certain nombre de critères de convergence. Je vois là-dessus, par exemple, la possibilité, notamment pour ces États, l'un des critères, par exemple, ça va être notamment le déficit budgétaire et peut-être aussi notamment au niveau de la dette. C'est possible. Donc, on donne la possibilité aux États peut-être de creuser davantage effectivement leur déficit budgétaire au-delà effectivement des clous arrêtés par effectivement les normes communautaires pour se donner les moyens de pouvoir, d'abord, à l'État lui-même de rester effectivement à l'activité et peut-être de pouvoir soutenir éventuellement les autres segments de l'activité, sans compter des initiatives qui ont été prises par rapport effectivement aux suspensions, notamment de la dette, dans le cadre effectivement du G20. Moi, je pense que ces initiatives-là utilisées suscitent quand même, ou tout au moins provoquent quand même, apportent quand même effectivement un peu de manne, qui puisse permettre effectivement aux États aussi de lâcher un peu du lest à l'égard effectivement des autres acteurs économiques, tels qu'effectivement les entreprises ou les ménages. Et en cela, on peut estimer qu'effectivement, peut-être c'est ce qui fait en sorte que le JICAM estime que l'État peut faire plus et doit faire plus en direction effectivement des entreprises. C'est un débat, mais je pense qu'effectivement l'État a quelques marges de manœuvre sur lesquelles il peut encore s'appuyer pour pouvoir effectivement faire plus en direction effectivement de la collectivité. Emmanuel, c'est mon sentiment. Dans la mouvance, que doit faire l'État de plus? Bon, je dois d'abord corriger ce que j'ai dit tout à l'heure. Sur les 6 000 employés de VCAM, c'est 1 500 qui ont été licenciés le 8 juillet. Donc, c'est 1 500 qui ont été licenciés. Bon, que doit faire l'État? Moi, je crois qu'il faudrait qu'on comprenne que l'État ne peut pas distribuer de l'argent, ce n'est pas possible. Ce que l'État doit faire comme... Nous n'allons pas inventer le fil à couper le beurre. On va faire ce que les autres ont fait. Et tout bien ce que les autres essayent de faire. Ailleurs, l'État essaye de trouver des fonds de garantie pour permettre aux banques, n'est-ce pas,
d'accorder des prêts aux entreprises. C'est-à-dire que pour soutenir les entreprises à travers des prêts et pour permettre à ces entreprises de produire. Mais ce qu'il y a chez nous, c'est que nous consommons à 80% ce que nous importons. Alors, comment allons-nous faire? Est-ce que nous allons continuer à consommer les produits importés même si tout s'ouvre maintenant, nous allons continuer à consommer des produits importés pour pouvoir... comment est-ce que nous allons nous en sortir? Est-ce que nous aurons les moyens de continuer, n'est-ce pas, à vivre de l'importation? C'est ça le problème. Moi, je crois que la première des choses, c'est que nous devons commencer à réfléchir sur le Made in Cameroun. Il faudrait que nous comprenions qu'avec les difficultés qui arrivent, nous devons changer nos habitudes de consommation. Il faudrait que cela soit dit. Et que nous comprenions que même nos diététiciens doivent entrer en jeu. Parce que, je crois que c'est le docteur Mbiana qui a dit tout à l'heure, il faudrait qu'on comprenne, parce que quand vous mangez le plantain aujourd'hui, le macabo demain, l'igname, le manioc, personne ne sait ce qu'on mange. C'est-à-dire que vous trouvez ce que vous trouvez, vous mangez. Il faudrait qu'on nous dise quelles sont les vertus de ces choses-là. Et que les médias aussi entrent en jeu pour pouvoir, n'est-ce pas, faire la publicité sur le Made in Cameroun. Parce que même si nous produisons, nous risquons de produire ce qui est mieux et continuer à consommer ce qui vient de l'extérieur. Qu'on puisse, parce que vous voyez en France, par exemple, quand on dit que le nouveau Beaujolais, là, ça date des siècles, mais on fait toujours la publicité. On fait toujours la publicité des fromages, etc. Donc il faudrait que nous aussi, on puisse mettre un accent sur le Made in Cameroun. Et qu'on fasse comprendre aux gens qu'on peut... Quand vous avez la farine de, je sais pas, le pain Kumba, le pain de Kumba, bon, c'est la farine de patate, je ne sais pas quoi, mais là, en vérité, c'est que on n'est pas sûr que la farine de blé est mieux que la farine qui est utilisée pour faire ce pain. Il faudrait qu'on donne la possibilité à nos entrepreneurs, n'est-ce pas, de faire la promotion, qu'on les soutienne, que l'État même paye des espaces publicitaires dans les médias pour qu'on puisse, n'est-ce pas, faire la promotion de ces produits-là. Parce que si nous ne faisons pas des efforts maintenant pour amener nos citoyens, nos concitoyens à consommer le Made in Cameroun, nous allons avoir des problèmes parce qu'on pense que le Covid-19 c'est la maladie. La maladie, moi je crois que c'est 30% de problèmes. Mais les 70% des problèmes, c'est la crise économique qui va arriver du fait, n'est-ce pas, de cette pandémie. Donc il faudrait que dès maintenant qu'on commence à réfléchir, qu'on organise des cadres de réflexion pour voir comment est-ce que nous allons nous comporter si d'aventure, si par chance ou bien je ne sais pas, si d'ici peu cette crise-là arrivait cette pandémie arrivait à s'arrêter, parce que même si elle s'arrête, on doit rentrer dans une crise économique. Donc moi je crois qu'il y a un gros problème et qu'il faut résoudre. Et puis il faut comprendre le GICAM, parce que le GICAM donne ses statistiques. C'est 13 834 employés licenciés, permanents employés licenciés. C'est des pertes de 3 139 milliards pendant les 3 mois. L'État lui-même a perdu, l'État lui-même a perdu 521 milliards. Donc tout ça, c'est des pertes énormes. Il faudrait que quelqu'un paye la note. Hein? Qui va payer la note? Il faudrait que nous comprenions que nous allons rentrer, n'est-ce pas, peut-être dans une sorte de résilience, mais nous devons nous préparer à sortir de cette affaire tôt ou tard. Et pour sortir de cette affaire, nous ne pouvons pas compter sur les autres, parce que c'est une crise qui a frappé tout le monde. Les autres également, à leur niveau, les autres États sont en train de mettre les politiques, leurs politiques en place pour pouvoir se défendre. Donc nous devons aussi imaginer des politiques internes pour pouvoir nous défendre, parce que si nous ne faisons rien, je vous assure que peut-être nous allons nous trouver en situation de banqueroute totale. Donc moi je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut qu'il y ait des vrais think tanks qui commencent à réfléchir pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Il ne s'agit pas de parler un peu comme ça et puis on se dit peut-être demain. Non, il faudrait qu'il y ait vraiment des gens qui se mettent à réfléchir, qu'il y ait des cadres de réflexion pour voir comment on va sortir de cette affaire. Parce que les PME se plaignent, l'État même se plaint. Puisqu'on demande à l'État de faire des efforts. Oui, l'État va faire des efforts, l'État va dire ne payez pas les impôts, mais l'État lui-même va se retrouver dans une situation où il n'aura plus de l'argent. Et on lui demande de payer la dette intérieure, plus de 500 milliards. L'État va trouver l'argent, puisque vous ne payez pas les impôts. Où est-ce que l'État va trouver l'argent pour vous payer la dette intérieure? Donc ça devient très compliqué et je crois qu'il y a lieu, n'est-ce pas, de comprendre que ce qu'il y a à faire maintenant, c'est d'organiser une vraie réflexion. Et comme j'ai dit tantôt, que les organismes qui sont chargés de conseiller l'État, les organismes, comment ils appellent encore, les organismes qui sont consultatifs, qui doivent se réunir pour pouvoir réfléchir dans tous les secteurs. Parce que quand j'ai parlé du Conseil économique et social tout à l'heure, c'est parce que là-dedans, on trouve tous les secteurs d'activité.
sont représentés. Donc, chaque secteur peut poser son problème au sein de cet organisme. Si jamais l'organisme pouvait être, qui est presque mort-vivant, pouvait être ressuscité, ça pourrait permettre à ce que chaque secteur d'activité puisse poser son problème et que cet organisme-là, ce conseil-là, puisse proposer au gouvernement des solutions beaucoup plus crédibles parce que il pourra, n'est-ce pas, voir globalement le sujet. Parce que toute la réflexion aujourd'hui, c'est que chacun parle de ce qui le concerne. Quand le GICAM parle, il s'agit des grandes entreprises. Quand le CAM parle, il s'agit des PME. Chacun parle dans son secteur. Et c'est pour cela que on a l'impression que les récriminations, les revendications sont contradictoires. D'accord. Jean-Marie Bianda, on regarde donc des mesures prises par l'État. Quels sont les besoins aujourd'hui? Sous-entendu que ces mesures ne sont pas forcément, je veux dire, évidemment, ne satisfont pas entièrement les attentes. Quels sont les autres besoins que les PME notamment espèrent pour mieux, comment dire, traverser cette période-là? Oh, oui, les PME ne peuvent pas traverser cette étape sans l'appui de l'État. Ça va être très difficile. Vous voyez, ailleurs, on a institué ce qu'on appelait le chômage partiel. Je prends le cas de la France. Ça veut dire quoi? J'ai 100 employés. Chacun des employés touchait 100 000 francs. Quand ces gens bénéficient, sont éligibles au bénéfice du chômage partiel, cela veut simplement dire qu'à la fin du mois, sans être fonctionnaire, et en France, ils ont 3 administrations publiques. La fonction publique locale, la fonction publique nationale et la fonction publique hospitalière. Donc le monsieur travaille dans le privé, mais à la fin du mois, il va au trésor percevoir 84,7%, dont il va au trésor toucher 84 700. Vous voyez qu'ailleurs, l'État a cette possibilité. Pourquoi? Parce que la France a aussi le pouvoir de battre monnaie. C'est vrai que bon, il y a la réserve également, puisque nos exportations sont centralisées pour le cas de l'Afrique centrale auprès du trésor français. Or, tout l'argent le trésor en économie, ça s'appelle le caissier de l'État. Donc, s'il y a de l'argent au trésor, ça appartient à l'État. Donc, ils peuvent toucher même nos recettes d'exportation qui sont là-bas pour pouvoir donner les 84,7% de chômage partiel auxquels les gens qui travaillent dans les PME ou dans d'autres entreprises sont éligibles. Nous, ici, l'État n'a pas ses moyens. Le Cameroun n'a pas le pouvoir de battre monnaie. Donc, c'est difficile pour l'État, par exemple, de mettre les gens à ce régime du chômage partiel. Alors, vous avez évoqué même la CNPS. Ne perdons pas de vue que la CNPS fait quoi? Je collecte ce que vous, les entreprises qui fonctionnent normalement, avez versé. En termes, il y a 3 branches, à titre de rappel, 3 branches de la sécurité sociale au Cameroun. Accident de travail, maladie professionnelle, première branche. Prestations familiales, deuxième branche. Et enfin, pension, validité, vieillesse et décès. PVID, comme ça se dit, pension, vieillesse, invalidité, décès. Voilà la 3e branche de la sécurité sociale au Cameroun. Donc, quand vous travaillez, M. Dipita, vous demandez à votre patron de vous inscrire à la CNPS. C'est dans ce cas-là, parce que vous devez payer pour que la CNPS vous donne maintenant ce qu'on appelle le quitus social. Si vous ne payez pas vos charges sociales là-bas en termes d'accident de travail, allocation familiale, pension vieillesse, je prends un exemple simple, les gens ne le savent même pas. Une femme travaille dans mon entreprise et on demande donc que je paye là-bas. Moi, je dis, ah, la CNPS, il me faut contourner cela. Non, c'est dans mon intérêt. Si je paye donc les charges sociales de cette femme-là à la CNPS en termes d'accident de travail, allocation familiale, pension vieillesse, si elle est enceinte, elle prend ses congés et elle accouche. Pendant toute cette période-là, c'est la CNPS qui la prend en solde. Les gens ne le savent pas. C'est la CNPS qui prend cette dame qui a accouché en solde. Parce que quoi, elle est à jour de ses cotisations. Si par contre on triche, on lui donne donc ses prestations familiales, là, vous voyez très bien qu'on est en train de prendre cet argent ailleurs. Donc la grosse difficulté pour le cas de la CNPS sera donc, si je collecte peu les charges sociales, l'État dit ne payez pas ci, ne payez pas ça, n'ayant pas le pouvoir de battre monnaie, in fine, ça va tout neutraliser à la fin. Donc pour la PME, on va devoir attendre un appui de l'État, M. Dipita. Mais d'autre part aussi, je crois que ça doit être une opportunité pour nous. On a vu que le côté négatif du Covid, mais je vais indiquer un peu le côté positif, c'est-à-dire l'opportunité que l'État peut transformer maintenant. Chaque année, M. Dipita, nous importons entre 80 000 et 100 000 tonnes de sucre. Nous importons entre 80 000 et 100 000 tonnes minimum d'huile de palme brute. Nous importons, l'année dernière, 2019, le ministère du Commerce l'a même dit. En 2016, on avait déjà atteint ce record-là. 800 000 tonnes de riz, M. Dipita Tongos. 800 000 tonnes de riz. Vous pouvez imaginer ce que ça veut dire. 800 000 tonnes, ça veut dire 800 millions de kilogrammes. Ça veut dire que
Si le kilogramme coûte 100 francs, je suis déjà, le kilogramme de riz ne coûte pas 100 francs. Nous importons 200 000 tonnes de poissons, à peu près. 200 000 tonnes de poissons, ça veut dire 200 millions de kilogrammes de poissons. Si un kilogramme de poisson coûte 1000 francs, M. Lipita Tongo, ça veut dire 200 milliards de francs qu'on a exportés. Donc pour moi, le Covid, à mon sens, doit être une occasion pour l'État. Pendant longtemps, nous avons dit État, État régulateur, État producteur de normes, État-providence. On dit que l'État-providence a disparu. Moi, je plaide pour le retour d'un État producteur, hein, dans des secteurs où les capitaines d'industrie, comme l'État a honte de créer ses capitaines d'industrie. Mais je ne suis pas pour cet État qui va prendre le business model de la Cameco pour aller faire du sucre, par exemple. Ça ne va jamais marcher. Le business plan modèle qui a été mis à Cameco, si on va appliquer ça dans la production du riz, ça ne va jamais marcher. Je suis pour cet État producteur que nous avons connu dans les années 60, M. Lipita Tongo. Et enfin, ne perdez pas de vue que la politique industrielle est un excellent vecteur d'aménagement du territoire. Si on vous envoie par exemple à Lobé, à Ekondo Titi, on enlève la palmole là-bas, vous ne pouvez pas vivre là-bas. Si on vous envoie à Yagua, au niveau de la on enlève l'assembly, vous ne pouvez pas vivre là-bas. Donc c'est un intérêt. Pour moi, c'est l'occasion, pour ce qui est de cette Covid-là, pour l'État, de pouvoir faire un effort maintenant, de réactiver véritablement sa politique industrielle à l'effet de produire, ne serait-ce qu'à 20 ou 30% ce que, pour un début, ce que nous continuons d'importer, et une fine maintenant, l'État va se retrouver en train de... C'est par là que je voudrais relancer Martin Bazi. On a beau le dire que l'État a des leviers, l'État peut activer, l'État, mais exactement de quoi s'agit-il? Quels sont les boutons sur lesquels l'État peut appuyer pour alléger les peines des entreprises? À mon avis, vu la situation que vivent déjà ces entreprises, l'État ne peut que accompagner ces entreprises par le biais des subventions. C'est-à-dire que je ne vois pas comment l'État peut faire autrement. La batterie des mesures qui a été prise déjà au plan fiscal, on l'a vu, tout le monde est unanime, les effets produits n'impactent pas véritablement la vie des entreprises. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut... Je vous ai dit qu'il n'y avait pas, à mon avis, d'alternative, il n'y en a pas. Il faut que l'État soutienne le système productif des entreprises dans des secteurs, comme on l'a dit tout à l'heure, tels que le riz, le bois, partout où nous pouvons produire, l'État doit mettre en place un système qui va permettre de subventionner. C'est tout. Subventionner pour faire quoi? Pour produire plus. Parce que tant que au jour d'aujourd'hui, tous les jours qui passent, on n'ouvre pas les frontières, on enferme davantage. Que voulez-vous qu'il se passe? Donc la croissance, la relance ne peut être qu'endogène. Endogène, ça veut dire que c'est d'abord à l'intérieur du pays et nous devons donc mettre tout le paquet. L'État doit mettre tout le paquet parce que l'État ne peut pas créer ces richesses. Donc ceux qui sont déjà à même de les créer, l'État a le devoir de les soutenir. Les soutenir, pas par de la paperasse, en apportant de l'argent frais. Tout à l'heure, au maire disait qu'il y avait des marges de manœuvre. Non, il y a des marges de manœuvre, mais vous savez que les équilibres financiers sont toujours là pour indiquer qui vous êtes. Hein. Tout à l'heure, M. Bernard disait, lorsque vous perdez 500 millions dans votre budget, 700 milliards dans votre budget, pardon, c'est pas un bon signe. C'est comme si votre bilan avait perdu 50% ou 25% de sa valeur. Non, l'État souffre et l'État ne peut pas, à travers ses partenaires financiers, avoir du désordre financier dans ses affaires. Donc, ce n'est pas parce que on va aujourd'hui dire que ça c'est difficile. Les financiers vous diront, les partenaires vous diront qu'avez-vous fait de la réduction de votre train de vie. Vous savez, il y a plusieurs façons de ne pas aller prendre de l'argent, de ne pas griller les grands agrégats de gestion, des grands équilibres. Il y a des choses... Ce que je pense, en fait, c'est que la situation est extrêmement grave pour les PME. Je vous ai dit, c'est 99% des entreprises au Cameroun. Hein. 99% des PME. Comme je l'ai aussi dit, toutes ne sont pas logées dans la même enseigne. Les services, les importations, tant mieux. Si on peut moins importer, ça va nous pousser à travailler plus et à consommer nos produits. Mais maintenant, le reste, c'est le secteur primaire et le secteur secondaire. C'est là qu'il faut mettre le paquet. Et l'État doit mettre pas autre chose
Dans les fonds de garantie, on le sait très bien, toute la période, par exemple, auprès des banques, tout ce qui a été, que les entreprises ont eu comme difficulté, l'État doit absorber ça auprès des banques. Ce n'est pas des garanties. Les garanties, pour déjà avoir une garantie, il faut avoir une activité. Quand l'activité est déjà plombée, vous allez garantir quoi? Donc, il faut que l'État supporte pour que, au sortir de cette période, que l'entreprise, lorsqu'elle en sort, qu'elle sente qu'il y a eu une véritable poussée d'oxygène, pas par le report des dates de paiement. Non, l'État doit prendre en charge les paiements, les intérêts, des engagements auprès des banques de ces entreprises, de ces PME-là. Deuxièmement, l'État doit absolument soutenir le tissu productif. Quand on dit productif, je ne vais pas rappeler tout ce qu'on a déjà sur la table, c'est dire que nous allons tout faire pour qu'on augmente les productions partout où c'est possible, pour que ces produits soient accessibles. Parce que le véritable danger, c'est que l'on arrive à mettre ce système en place et que ça ne change pas au niveau du panier de la ménagère. Là, les subventions sont là pour dire que vous allez produire plus, on vous soutient, on met en place des outils de production pour que vous produisiez plus, mais aussi pour que le panier de la ménagère se fasse, le ressente à travers l'accès facile aux produits. Donc je pense que nous allons réfléchir, nous allons faire tout ce que nous disons. Je pense que si on ne le fait pas, on n'arrivera pas à sortir la tête de l'eau. C'est ce que moi je pense. Omer, sur les leviers que l'État... L'un des leviers, par exemple, c'est la commande publique. Ouais. Moi, je pense, c'est la commande publique. Prenons le cas, par exemple, des meubles. Dans les administrations, pour l'année prochaine, si on arrive à dégager des commandes qui soient suffisamment importantes, qui pourraient faire fonctionner, je crois, le petit tissu, c'est pas moi, le petit réseau des fabricants de meubles, ne serait-ce que sur le plan local, je pense que ça pourrait donner justement une bouffée d'oxygène, effectivement. On peut multiplier quelques exemples comme ça. Moi, je pense que c'est un levier sur lequel, effectivement, l'État peut appuyer à travers, effectivement, la commande publique. Même dans le secteur, le soutien, par exemple, au secteur agricole. On parle, par exemple, du riz qu'on importe. Est-ce que vous savez qu'en dehors de la semerie à Yagoua, il y a, je crois, 2 ou 3 opérateurs, notamment dans la région de l'Ouest, qui produisent, je dis, les privés. Oui. Qui produisent du riz, je crois, dans la région notamment à l'ouest, et je crois que dans le nord-ouest. Je pense qu'on peut jouer sur 2 tableaux, un soutien justement à ce type de producteurs ou bien à d'autres types de producteurs, effectivement, pour qu'ils essayent d'augmenter effectivement la production de riz pendant qu'on baisse à due proportion, effectivement, les importations de riz. Je ne dis pas que ça se fera du jour au lendemain, mais je pense qu'il y a quand même des manières sur lesquelles, effectivement, des leviers qu'on peut activer, effectivement, pour permettre, effectivement, de démarrer. Peut-être pas dans tous les secteurs d'activité, mais dans certains secteurs d'activité, et ça rejoint effectivement ce que disait M. Mbianda. Il y a un certain nombre d'activités sur lesquelles effectivement on devrait déjà pouvoir, ne serait-ce que, amplifier. N'oublions pas que dans le contexte actuel, dans une crise, généralement, il y a des gagnants et des perdants. On sait très bien que les opérateurs de téléphonie mobile sont gagnants. On sait que, par exemple, l'industrie chimique, une partie tout au moins de l'industrie chimique au Cameroun, les fabricants de seaux, par exemple, il y a un certain nombre d'entreprises qui fabriquent des seaux et autres, on a bien vu. Et il y a un certain nombre d'entreprises aussi. Je crois qu'il y a notamment certains acteurs qui ont dû revoir 2 ou 3 process au sein de leurs usines pour commencer à fabriquer notamment des gels hydroalcooliques qui ne sont pas forcément des produits d'importation. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre, cette crise a révélé quand même un certain nombre de potentialités qui mériteraient effectivement avec une demande bien assurée, qu'on booste davantage cela et que effectivement on essaie de se positionner sur le plan industriel dans ces créneaux-là. L'une des choses, par exemple, que moi je vois, on oublie généralement qu'effectivement il y a un embryon d'industrie pharmaceutique dans ce pays. On croit que tout est importé. Je pense qu'effectivement, c'est qu'il était un révélateur de ce qu'est effectivement, avec un bon appui effectivement à ce qui constitue actuellement les 4 ou 5 acteurs industriels. Je veux dire, on les fait passer un cap en termes d'effet de seuil. Je pense quand même qu'ils deviendraient, peut-être pas, bon, M. Biard a parlé des champions nationaux, mais ils deviendraient quand même des acteurs importants, qui peut-être, ça permettrait peut-être de diminuer effectivement notre dépendance dans un secteur comme celui-là. Emmanuel Kouni. Oui, moi je crois que l'État doit déjà, maintenant que la situation devient compliquée, essayer de voir les poches de recettes qu'il a négligées.
et essayer de les mobiliser. Par exemple, cette fameuse, comment vous appelez, caisse de dépôt et de consignation, où le texte a été signé depuis, où les greffiers, les notaires, tous ces gens-là continuent à manipuler l'argent de l'État. La loi a été votée en 2006 Ouais. et le décret portant création, organisation et fonctionnement en 2011. Et actuellement, La caisse de dépôt et consignation. c'est plusieurs milliers de milliards qui sont manipulés entre les mains de ces gens-là en termes de corruption et tout ce que vous voulez. Et cet argent est dissimulé. L'État doit aujourd'hui, compte tenu de cette situation, immédiatement désigner les gens qui doivent gérer cette caisse de dépôt et consignation et mobiliser tout ce qui est mobilisable et stocké pour pouvoir, n'est-ce pas, voir dans quelle mesure se donner les moyens, n'est-ce pas, de soutenir les entreprises. Ça, c'est pour moi la première chose. Ça permet à l'État directement de mobiliser un peu. Mais l'État doit éviter, comme a dit M. Ngwazi, de se donner, de devenir un acteur économique. Parce qu'on a déjà vu l'État faire. Hein. S'il veut devenir opérateur économique, nous allons plonger plus que ça, parce que nous avons vu l'État. D'ailleurs, le DSE, on a vu la première phase du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Ils étaient chargés, n'est-ce pas, de nous conduire à un taux de croissance de 5,5% qui devait, n'est-ce pas, être soutenu dans la durée, au moins pendant 3 ou 4 ans, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, se mettre sur la rame de la croissance. On a vu, ils ont intégré les plans d'urgence à ne plus en finir. Le plan d'urgence pour le septentrion, 160 milliards en 2014. Plan d'urgence pour l'accélération de croissance, 925 milliards en 2014. Plan d'urgence jeune, 103 milliards. Ils nous ont donné aucun compte rendu, aucun rapport. Et ces programmes sont superposés sur les DSE. Et en fin 2019, ils nous ont dit, moi j'étais à une réunion où le ministre du Plan lui-même a reconnu que on n'a pas pu atteindre, que 4%, c'était encore à vérifier, on n'a pu atteindre 4%. Et ils ont reconnu qu'à partir de janvier 2020, le secteur privé, d'ailleurs l'objet de cette réunion était comment faire pour que le secteur privé soit désormais le moteur de la transformation structurelle de l'économie camerounaise à partir du 1er janvier 2020, pour la deuxième phase du DSE. Maintenant, si nous allons penser que l'État doit revenir gérer quoi que ce soit, moi je crois que c'est cette voie-là, il faut l'écarter. Donc il faut plutôt voir comment faire pour que l'État mobilise. Parce qu'il y a des ressources, il y a des fonds latents qui sont là, que l'État doit pouvoir, n'est-ce pas, aujourd'hui, ne plus être complaisant, se mobiliser, parce qu'on n'a pas de 15 000 milliards pour environ 6 ou 7 ans. Donc, que l'État mobilise ces fonds-là et que ces gens qui détiennent cet argent comprennent que ce n'est pas leur argent. Ils ont suffisamment, comme disait Idriss Déby, ils ont suffisamment volé, qu'ils laissent comme ça et que l'État récupère cet argent pour pouvoir, n'est-ce pas, soutenir l'économie. Parce que nous sommes dans cette situation. On ne peut pas souffrir pendant que les gens continuent à mettre n'est-ce pas, des fonds dans la périphérie du circuit économique et puis ce qu'on nous construit des immeubles qui ne servent à rien. On voit les bétons pousser partout. Ce n'est plus le moment de mettre le béton partout, c'est le moment de soutenir la production pour que nous puissions sortir de cette situation. Donc, l'État doit faire ces choses-là. Et moi, je crois que c'est le moment. Et d'ailleurs, le ministre, je ne sais pas, il y a un ministre qui a dit que, c'était peut-être le ministre des Finances, que le texte était à la présidence, le texte de la désignation, n'est-ce pas, des responsables de cette fameuse caisse de dépôt et de consignation depuis. Ça fait des années, hein. Et que le texte n'est pas sorti. Nous, on croyait qu'en 2013-2014, le texte devait sortir, mais comme il y a toujours des pesanteurs, ou bien les gens qui ont des intérêts à ce que cette caisse de dépôt de consignation n'existe pas, sont là, et ils ont empêché. Donc, que l'État essaie de chercher dans ces fonds latents comment pouvoir les mobiliser maintenant, parce que ce n'est plus le moment, n'est-ce pas, de laisser les gens s'engraisser pendant que l'économie brûle. Alors, question de sortie, c'est la même question pour tous. Au regard donc des mesures prises, au regard de la situation et des perspectives à venir, peut-on dire qu'il y a péril dans la demeure, Martin Obanzing? Je ne dirais pas les choses comme ça, parce que l'économie du Cameroun a montré une certaine forme de résilience aujourd'hui qui me laisse penser qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Nous avons énoncé ici des mesures toutes simples qu'il faut prendre pour qu'on ne plonge pas. Je pense qu'il ne serait pas exclu, comme l'a dit M. Bianda tout à l'heure, que l'on passe au second semestre à un autre correctif budgétaire qui va permettre justement de mettre l'accent sur le soutien, l'accompagnement du secteur productif. Je dis bien productif, et M. Cohen a bien expliqué aujourd'hui le type d'intervention que nous voulons que l'État apporte. On ne dit pas à l'État de venir gérer quoi que ce soit. On dit à l'État, on cible les entreprises qui sont dans le système productif à qui on apporte de l'argent frais, pas des subventions, parce qu'ils veulent de l'argent pour produire plus.
Et quand on produit plus, ce n'est pas pour exporter, c'est d'abord pour construire. D'ailleurs, les frontières étant pratiquement fermées, c'est d'abord pour la croissance endogène. Donc pour moi, je pense que tout ce que nous disons ne rentre pas dans les oreilles des sourds et qu'on va tout de suite prendre le taureau par les cornes pour que, sans toutefois casser tous les autres équilibres, parce qu'il faut pas aussi, il faut que l'inflation continue à être maîtrisée, il faut que le budget soit respecté, il faut que le niveau d'endettement soit à l'intérieur des clous. Donc bref, moi je pense que le Cameroun a une économie assez diversifiée, et si jamais on arrive à prendre 2 ou 3 bonnes mesures, je pense qu'on pourra s'en sortir normalement, prudemment, mieux que ce que l'on peut penser aujourd'hui. Jean-Marie Biada. Alors, vous allez ressentir dans ma voix un peu d'émotion, parce que M. Mbadi Otabela parlait d'un secteur. Il y a une entreprise là, que j'encadre depuis ces 6 derniers mois, pour ce qui était de la commande publique. Est-ce que c'est normal que le secteur du médicament, qui pèse pour le cas du Cameroun 225 milliards, pour le cas du Cameroun, nous ne parvenons à grappiller en tant que secteur industriel 5%, avec un taux d'évolution de 5%. Pour moi, voilà un levier sur lequel l'État peut actionner. Qui peut croire qu'une entreprise pharmaceutique, une industrie pharmaceutique en plein Covid ferme la porte? Personne ne peut croire ça. Donc le gouvernement, ne serait-ce que sur ce rayon-là, a à faire un effort pour pouvoir confier une bonne partie des médicaments qui sont même fabriqués localement. L'État a ce qu'on appelle la centrale, la CNAME, Centrale nationale de médicaments essentiels, d'approvisionnement en médicaments essentiels. Donc l'État peut s'approvisionner auprès de ces... Pourquoi est-ce qu'on peut installer des lignes industrielles ici au Cameroun qui fabriquent du médicament, M. Dipita Tongo, et on en est sur un marché de 225 milliards. Localement, nous n'avons que 5%. C'est vraiment beaucoup d'émotions. Hein. Oui, parce qu'en fait, je vis ça depuis 6 mois. Je ne comprends pas. Donc l'appui peut aller dans ce sens-là. Parce qu'en fait, les entreprises d'ailleurs à qui on passe la commande, vous pouvez aussi imposer ces prix à nos entreprises localement. Cette entreprise même qui est en train de fermer, que tu prennes les textes communautaires, que tu prennes la loi de finances, on dit très bien tout ce qui est intrant dans le domaine de la pharmacie. Donc si vous achetez des excipients, vous achetez la formule qui vous permettra par exemple de fabriquer, ils appellent ça le principe actif. Quand vous importez tout cela, ça doit être en franchise seulement de la fin. Donc résultat de course, il faut que l'État apporte un appui aux gens qui sont dans ce secteur-là, pour que les gens qui aimeraient même mobiliser des financements à l'international pour installer des unités industrielles ici, sont au moins assurés de ce que l'État peut leur apporter l'appui nécessaire. Et je conclue là-dessus pour dire que non, on attend encore suffisamment de l'État pour faire quelque chose, que l'État fasse un effort d'appuyer des gens qui peuvent déjà produire localement ce que nous importons, pour qu'on ne soit pas là, M. Dipita Tongo, à importer les oignons et à importer les cuits-dents que nous pouvons valablement fabriquer. Omen Badi, y a-t-il Périna le maire? Alors, moi, je vais plutôt terminer sur une note d'optimisme, parce que depuis 2 jours, je regardais quand même des chiffres, et ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, vous voyez les estimations du Fonds monétaire international, s'agissant du Cameroun. Alors, on était parti théoriquement en début d'année, et cette année, sur une estimation de 3,9, disons 4% de taux de croissance. En mars, lorsque les premiers effets ont commencé à se faire ressentir, le FMI a fait d'abord ses premières évaluations. On situe le Cameroun pour 2020 à moins 2,5% de taux de croissance. Et en fin juin, on est monté à moins 3,7%. Vous voyez bien que ça ne fait que s'accentuer, ça se dégrade. Mais dans toutes ces évaluations, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est que le FMI estime que le Cameroun, dès 2020, au regard de ces estimations, retrouve le chemin de la croissance de 2,3%. Dès 2021, pardon. Dès 2021. J'aimerais terminer quand même sur cette note d'optimisme, même si effectivement il y a cette incertitude, parce que nous sommes encore en plein dans le Covid. On ne sait pas quelle sera la durée de la pandémie, qui peut rebattre effectivement toutes les estimations, même du FMI ou du MINEPAT. Mais au moins, c'est intéressant de montrer que même le FMI est conscient au moins de la capacité de rebond de l'économie camerounaise dès 2021, si effectivement la crise sanitaire venait à s'arrêter dans les prochains jours. Ce que vous dites est d'autant plus vrai que l'OMS, dans ses estimations, avait dit qu'à pareil moment, il n'y aurait pratiquement plus d'Africains. Pardon, à la suite du passage du Covid. C'est pour rire et on en a ri. Oui, moi j'ai oublié de dire quelque chose. Moi je crois qu'il faudrait
dans les mesures, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'État et les mesures, lui il a dit les mesures que l'État peut prendre, il faudrait que l'État prenne, qu'il y ait une loi d'orientation du contenu local, comme on a vu ailleurs au Nigeria et partout, qui permette à ce que la commande publique soit orientée d'abord vers les PME. En priorité. Et que l'État paye ses factures, paye ses dettes. À date. Cela permettrait que, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une loi qui oblige tous les gestionnaires publics à orienter, n'est-ce pas, la commande publique vers les petites et moyennes entreprises, sauf cas de force majeure, et auquel cas, on leur donne une autorisation, n'est-ce pas, de commander à l'étranger. Ça s'appelle une loi d'orientation du contenu local. Emmanuel Kounié, Omer Badi-Otabela, Jean-Marie Biada, Martin Obanzi, merci à vous d'être venus édifier nos téléspectateurs ce soir. Malheureusement, on n'a plus pu avoir Samuel Motte qui nous a pourtant contacté pendant cette émission. On l'aura certainement sur d'autres plateformes, sur cette antenne. Merci à vous à la maison d'être resté regarder Carte sur table ce soir. Mardi prochain, 21h. Bonsoir.